Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Just something tell me I'm bound to perfection. A thousand years and 7 years.
everywhere. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Something tell me I'm bound to perfection. A 1,000 years and 2,000 years. When you go, can you tell it? I'd like to see everything that I see. Call it climate change, I call it climate security. Got my town to follow your trail. Headed to Greenland if I have to. I like your lips and I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, standing up in eye. It's revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, standing up in eye. It's revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Don't you ever get down on your knees? Revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, standing up and out. It's revolution right here, right now. Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Something tell me I'm bound to perfection. A 1,000 years and 2,000 years. When you go, can you tell it? I'd like to see
Et salut tout le monde, c'est la revue de presse du monde moderne, un peu à la bourre ce matin, je vous avoue. J'étais pas sûr d'avoir du réseau, j'étais pas sûr d'avoir des infos, j'étais pas sûr que vous seriez au rendez-vous. Non, c'est parce que c'est tous les matins à 9h ou presque, mais c'est pas évident, un, de se réveiller, deux, de lire cette presse qui parfois, il n'y a rien de drôle, et trois, de réunir toutes les conditions techniques pour une mise en orbite de cette revue de presse phénoménale, hein, que vous suivez maintenant de plus en plus nombreux sur la chaîne Twitch du Monde Moderne en direct et sur notre chaîne YouTube en différé également. Merci à tous d'être ici. N'hésitez pas bien sûr à partager, à faire une ronde du bonheur, une danse peut-être de la revue de presse comme vous le faites tous. Chin Chin, bonjour les nouveaux, bonjour les anciens, bonjour les nouveaux abonnés. Merci Delreb, 5 mois d'abonnement consécutif, merci à tous. Je ne sais pas si le débit suivra ce matin, je dois dire que j'ai eu quelques soucis de connexion, mais bon, allez, ça me rappelle les débuts en fait, en février, vous allez voir, c'était un truc de dingue. Pardon, je suis pas réveillé, oh là là, c'est affreux. Je me présente devant vous dans un état calamiteux. J'ai rien fait hier, hein, c'était lundi soir, mais je suis extrêmement fatigué. C'est le temps, le fait qu'on a toujours Macron président pour des jours et des jours encore. C'est peut-être aussi l'entrée, tiens, le moment de vous souhaiter une merveilleuse année du tigre d'eau. Hein, c'est l'entrée lunaire, donc à tous nos compatriotes et ceux qui vont célébrer aujourd'hui l'entrée dans le tigre d'eau. C'est la petite vidéo que vous retrouverez sur le compte d'Emmanuel Macron ce matin. Petite surprise, hein, il dit « Ah, c'est pas très chaleureux, c'est le Covid, je peux pas vous faire une teuf à l'Elysée, mais je vous souhaite quand même une bonne entrée dans le tigre d'eau. Voilà, alors c'est super. » Eh ben, je ne deviens pas fou, non, tout va bien. Tigre de feu, alors tigre d'eau, tigre d'argent, tigre jaune, tigre rouge, tigrou, dans l'année du tigrou. Ouais, bon. Ça va être un bon truc. Hein. Oui, c'est ça, c'est un peu ça, le brain fog. Non, c'est juste la fatigue hivernale classique, hein, vous savez, le mois de février, nous rentrons dans le mois de février, c'était le mois des fièvres romains, et j'ai pas, il n'y a rien de nouveau, quoi, voyez ce que je veux dire, il n'y a rien de nouveau. On a retrouvé Trudeau au Canada, je ne sais pas si vous avez vu, il est revenu de façade à son parent, ce petit truc où il est coincé avec sa COVID, pour dire que c'était pas des façons de manifester comme ça, tu sais. Aller un peu pisser sur les monuments, de voler de l'argent au SDF, d'avoir des drapeaux nazis avec la croix gammée, c'est pas des façons de manifester, sinon. Ça va pas à la tête. Alors, si vous manifestez et que vous n'êtes pas d'accord, ben dites-le. Dites-le que vous n'êtes pas d'accord. Mais il ne faut pas être d'accord, il faut se vacciner. Et puis, vous allez voir, il faut vraiment se vacciner. Il faut vraiment se vacciner, parce que si vous dites qu'il ne faut pas, attention, Spotify vous vire de sa plateforme, vous allez voir, c'est un peu la nouvelle règle. Donc, comme dirait Emmanuel Macron, vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. C'est super important. Après, on verra. Après, pour les cas, tout ça, on verra après. Liar.com, oui, il y a Elon Musk qui a acheté le site menteur.com, Liar.com, et qui a fait un don au convoi de Freedom Convoy. Et ce site menteur.com va sur Trudeau, je crois, ou le site de Trudeau, je ne sais plus exactement. Tigre d'eau, Trudeau, vous voyez, ouais, peut-être. Espérons qu'on va enfin se libérer de ce délire covidiste. Apparemment, c'est le cas. Au Danemark, ça y est, c'est fini. Hein. Les mecs ont dit, ouais, les contaminations explosent. On n'a jamais eu autant de cas. On ouvre tout. Ok. Ouais. Et là, on va faire les JO en Chine. En Chine, ils sont tarés. Ils t'accueillent dans des combinaisons NBC. Et la nuit, ils mettent des gens dans des bus pour les mettre dans des centres de quarantaine. Et là, tu dis... Ouais, on va aller faire les JO là-bas, ça me paraît une bonne idée. Ils sont pas flippés du tout. On va débarquer comme ça. Nous, on est ah salut. Ouais, moi je suis triplement vacciné, mais j'ai Omicron, mais c'est pas grave. Hein, t'es comme chez nous. Tu te balades comme tu veux. Non, monsieur, non. Alors bonne année du tigre d'eau, bon courage. Hein. Les Chinois, ça va être un moment difficile. Et puis sans doute on va faire le Covid 22 comme ça.
Hein, ils vont faire les JO. C'était déjà un événement sportif international qui était à l'origine de la propagation du Covid-19, les Jeux olympiques militaires. Là, on se dit, tiens, on va faire les JO d'hiver à Pékin avec de la neige artificielle. Et pourquoi pas un nouveau virus qu'on va disséminer dans le monde entier comme ça très vite. Ouais, c'est une bonne idée. Ça me paraît une super idée. Non, et non, eux, c'est le pays du zéro Covid. C'est le pays de Xi Jinping qui a décidé qu'il n'y aurait plus de Covid chez lui. Alors donc, il met les gens dans des bus pour les mettre dans des centres de quarantaine. Et puis Véran qui fait de la retape partout pour dire allez-y, allez-y les gars, troisième dose, allez-y, vous êtes 9 millions à être désactivés aujourd'hui ou demain, je sais plus. Dépêchez-vous, sinon ça désactive. Et là, t'as le mec qui font ah ben j'ai piscine. Ouais. Ah bah écoute, depuis que je peux, je suis désactivé, j'ai plus piscine. Ah bah si. Si, j'ai quand même piscine. Ah bah non, mais c'est pas cool les gars, qu'est-ce que je fais moi Olivier Véran. C'est partie des gens que j'arrive plus à regarder. Tu sais, qui sont. Ah, c'est pénible, c'est physiquement pénible. T'es là, tu fais merde, il y a une allocution de Véran. Et tu fais non, j'ai pas envie de le voir lui. Et je suis obligé, mais c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la presse ce matin ? Dans la presse, vous savez, ici, on lit pour vous la presse des oligarques. Ça vous évite de le faire. Donc, c'est ce qu'on appelle les médias mainstream. C'est la presse papier qui reçoit des millions d'aides pour la pluralité de la presse, tout ça, pour la démocratie. C'est des milliardaires qui sont propriétaires, mais on leur donne quand même des millions de sous pour qu'ils puissent avoir des journaux où ils disent « c'est bien le capitalisme, c'est super, ouais, il faut supprimer tous les coûts là sur l'héritage, hein, surtout pour les plus riches. » Ah oui, d'accord, oui monsieur. Et là donc... non, pardon, ça c'est le klax. Merde. Ah oui, tiens, allez, ça vous réveille, allez, un petit coup de téléphone. Voilà, bon, faut comme ça, on se remet bien les oreilles. Attention les myocardites. Donc ce matin, on a dans le Parisien aujourd'hui en France, propriété de Bernard Arnault, hein, le Français le plus riche du monde, propriétaire de LVMH, propriétaire de Brigitte et Emmanuel Macron, il est propriétaire de plein de trucs. Alors lui, couverture dans le Parisien aujourd'hui en France, le grand défi du plein emploi. Ah oui, c'est incroyable. Vous savez quoi ? On ne parle plus du plein emploi. Les mecs ont laissé tomber. En fait, ils sont très très contents parce que en fait, la question a nourri de nombreuses campagnes. Avant, ils étaient là, oui, il faut le plein emploi dans notre pays, tout ça, non. Et puis là, c'est fini, il n'y a plus de slogan parce que la France n'est plus très loin du but. En fait, on t'explique que dès que tu arrives au plein emploi ou pas loin, le capitaliste moyen te dit non, quand même, il faudrait expliquer aux chômeurs que le travail, ça se mérite. Il ne faudrait pas qu'ils croient qu'il y ait du boulot pour tout le monde. Donc il faut rendre le travail un peu rare. Sinon les mecs ils vont demander à être payés encore plus. Ils vont faire leur petite vedette, genre non, je veux pas faire la plonge. Non, je veux pas être serveur à ce prix-là, c'est nul. Donc il faut bien leur faire comprendre que, écoute connard, il n'y en a pas pour tout le monde. Hein. Donc c'est 2 € de l'heure ou la rue. Ah bon, c'est comme ça que ça marche. Ah ouais, c'est comme ça que ça marche, monsieur. Donc là, bon, il commence à se dire, non, mais il faut quand même relancer l'économie parce que sinon, on n'a plus de profit non plus. Donc il faut faire des cadeaux, enfin des petits cadeaux. Hein. Juste dire, tiens, il y a de l'emploi, allez-y, venez, vous pouvez travailler. Et donc, ils sont très contents, regardez, puisque ce qu'ils appellent en fait la grande victoire du chômage d'Emmanuel Macron, c'est qu'on est revenu à peu près au chiffre de 2012. Voilà. Parce qu'il y a eu un petit pic comme ça pendant le... Tu sais, François Hollande, tout son quinquennat, il était là, je vais inverser la courbe du chômage, on attend l'inversion de la courbe. Et puis, ces mesures, loi travail, etc., il a flexibilisé le marché du travail, c'est un des premiers à faire ce genre de truc. Et il arrive et bam ! Et voilà. Et il a réussi presque, on va dire. Et c'est Macron qui récupère les marrons du feu. Le seul problème, c'est que bon, c'est pas une grande victoire de dire bon, on est à peu près au niveau de chômage de 2012, qui était déjà énorme à l'époque, puisqu'on critiquait Hollande pour son taux de chômage. Mais là, comme c'est Macron, qui c'est le meilleur président, tous les médias disent c'est génial, il est génial ce président. Il a le même taux de chômage que François Hollande au début de son quinquennat. Ah oui ? Bah c'est génial. Ah ? Bah oui, parce que c'est quand même le meilleur du monde. Tu veux dire comme le meilleur vaccin qu'on a eu avant ? Lui ? Enfin, je veux dire, c'est le... Ah ouais, il est fantastique. Il fait des choses fantastiques. Il est revenu au niveau du chômage de 2012. Tu te rends compte de la chance qu'on a ?
Il a surtout, lui, Macron, a vraiment de la chance d'avoir des médias qui sont mais, à genoux devant lui, parce qu'il faut vraiment sauver le soldat Macron, c'est tout ce qui reste. Après ça, attention, c'est le populisme. Attention. C'est le moment où les riches comprennent que, ah merde, ça se voit qu'on les vole. Qu'est-ce qu'on fait? Plus de propagande, plus de, plus d'articles géniaux pour dire que Macron est génial et que eux, c'est des fascistes. Et attention, surtout, plus de sondages. Faites bien comprendre aux Français que Macron, il est à 25, 27, 28%. Qu'il est adoré, qu'il est adulé même, qu'il est aimé. Comme Jean Castex. D'ailleurs, Jean Castex, dès qu'il sort, vous avez vu à Grenoble, c'est que des mots d'amour. On t'aime, Jean, coucou. Non, c'est casse-toi, escroc, ouh, voleur. Bam. Eh bien, quel accueil. C'est pas les sondages de la vraie vie. Ouais. Bon, donc voilà, donc ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent, mais c'est quand même une grande victoire de voir qu'on a le taux de chômage de 2012. Merci Emmanuel, merci. Et puis en Europe, regardez, alors lui il aime bien l'Europe, c'est son truc, Emmanuel Macron, il a même mis son logo pour l'Union Européenne, il a mis ses initiales dedans sans qu'on le voit trop, tu vois, EM comme ça, pour l'UE. Il a réussi à transformer UE en EM. Vu que son parti peut plus s'appeler En Marche parce que les gens leur crachent dessus quand ils ont des tracts marqués En Marche dessus, donc il est obligé de... Ça s'appelle Avec vous. Avec vous, pour toujours. Tu dirais Chucky la pupiteuse, tu sais. Tu crois que tu l'as foutue dans une benne à ordures, en fait elle revient. Je serai toujours avec toi. Ah, c'est un peu ça, quoi. 50 plus de Chucky. Je vais encore faire des petites coupes sociales. Vous voulez la retraite? Mon Dieu. Donc c'est un peu Chucky, quoi. Donc non, pas avec nous, pas 50 plus. On va te mettre sur l'étagère, on va te mettre dans la benne à ordures, tu sais, à côté de Chucky. Ah, tu vas revenir? Ah, tu vas être président de BlackRock Europe? Ah, c'est bien. Et tu vas faire quoi? T'as des conférences dans le monde entier? Bon. Enfin, c'est dingue. Sans nous, ouais. Avec vous jusqu'à la mort. Oui, parce qu'il est jeune, t'imagines. Il nous fait un plan autocrate. Je reste. J'ai trouvé ça nul, les élections, tout ça. Puis comme vous m'adorez que je suis meilleur président, je trouve ça nul. Voilà, donc Brigitte et moi, on a décidé qu'on ferait pas campagne, qu'il n'y aurait pas de campagne. D'ailleurs, je suis pas candidat, mais tout le monde me signe des petits parrainages. C'est incroyable comme les gens m'aiment. C'est ton parti, du con. Ah, mais ils m'aiment quand même. Ils essayent de garder leur siège, quoi. Oui, mais ils t'aiment, oui, globalement ils t'aiment. Ah bah c'est bien. Donc voilà, un plan, ouais. Bah oui. Bah en général, Erdogan, enfin tout le monde, c'est pourvu qu'on ait des élections, pourvu que allez voter, inscrivez-vous sur les listes, allez voter, n'importe quoi, un tabouret, une chaise, comme vous savez que le tabouret a toutes les chances de gagner, mais allez voter. Bon, évitez Pécresse parce que c'est quand même, c'est un peu la déprime aussi quand même. Enfin, faites ce que vous voulez, quoi. Mais hier Valérie, elle devait convaincre. Elle devait convaincre des abstentionnistes. Et du coup, elle était sur le plateau de LCI, regardez. Et voilà, elle devait convaincre. Et donc derrière, vous avez les jeunes masqués. Et elle a meilleure mine là sur cette photo. Elle est presque souriante. Mais globalement, c'est quand même pas fun, quoi. Oui, alors donc voilà, le taux de chômage, sinon, on n'est pas au top. On est à peu près comme l'Italie. Bon, c'est des pays, voilà, comme la Suède. On est bon, voilà. On pourrait faire comme l'Allemagne, avoir beaucoup plus de travailleurs pauvres, parce que il y a eu les réformes, les lois Hartz, comme elles s'appelaient, dans les années 2000 avec Schröder, qui lui a fait du Thatcher, plus du Macron, plus du Reagan en Allemagne. En disant, c'est bien les pauvres, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'ils doivent compter que sur eux-mêmes. Comme ça, tu vas voir, ils vont se bouger le cul, les feignasses. Mais c'est pas des feignasses, c'est des pauvres, monsieur le Premier ministre. Monsieur le chancelier. Du coup, ça a super marché. Depuis, tu es obligé d'avoir 3-4 jobs si tu es pauvre pour pouvoir payer ton loyer. Mais du coup, ils ont un taux de chômage génial. Ce qui compte, c'est le taux. C'est pas la qualité de vie, c'est le taux. C'est de dire, regardez, tout le monde a un travail ici. Timmy, tu es content de ton travail à la mine? Eh ben, il m'entend pas, il est déjà descendu. Pauvre petit Timmy. Enfin, en même temps, il aime ça bosser, lui. Heureusement qu'il y en a qui aiment bosser. Parce que, vous voyez,
Hein, des feignants, c'est pas ce qui manque, mais alors des travailleurs. Hein, voilà, bon, on va y arriver. Et puis, toujours dans le Parisien aujourd'hui en France, attention, à droite, chacun voit Chirac 95 à sa porte. Qu'est-ce que c'était que Chirac 95 ? C'est le moment où Balladur était sûr de gagner avec Nicolas Sarkozy, qui était son porte-parole, où il avait récupéré de la thune un peu sale avec des contrats d'armement, des petites sous de table, tout ça. Bon, il a été condamné à 15 € d'amende, je crois, et un sachet de crocodile Haribo à donner au procureur. Mais sinon, non, c'était cool. Alors, Doudou, parce que c'était un autre Doudou, c'était pas Édouard Philippe, c'était Édouard Balladur. Donc le Doudou était là, Doudou président et tout. Il était là genre, moi, je vais tellement gagner, je vais tellement être le président de la France après Mitterrand, tout ça. Et là, t'as Chirac qui arrive, qui fait, oh, c'est moi. Et là, et la droite, ça a été un drame. Traversée du désert pour Nicolas Sarkozy, qui écrivait après dans Le Point ou je sais plus quel hebdo de droite sous un pseudo. Il faisait des petites chroniques bien vénères sous son petit pseudo. Avant de revenir à la lumière, bien sûr, ministre de l'Intérieur, et puis voilà, tout le parcours qu'on lui connaît, mais c'était compliqué pour les baladuriens à l'époque, et là, tout le monde a peur en disant, mais qui va niquer Valérie ? Enfin, au sens politique du terme. Eh ben, voilà. Est-ce qu'elle peut se faire avoir ? Est-ce qu'elle peut tomber dans un piège ? Est-ce qu'elle peut ne pas gagner ? Puisque bon, c'est écrit, c'est une femme, ce serait la première femme présidente, elle a la même politique qu'Emmanuel Macron, Young Leader, machin, tout ça, l'Europe, la maltraitance, tout est bien mis en place, les riches, tout ça d'un côté, les pauvres. Donc elle pourrait gagner. Mais c'est pas gagné non plus. Donc on ne sait pas. Il y a un risque. Marie-France Garot, bah ouais. Attali a dit que le prochain président sera une femme. Ouais, mais Attali n'a pas dit que la prochaine première dame sera un homme. Donc, il dit pas tout, Attali. Il dit pas tout. Il garde des trucs. Puis il dit aussi beaucoup de conneries. Le côté, oui, les retraités, il faudrait les tuer dès qu'ils sont à la retraite, en gros. Merci, Jacques. Allez, t'es pas à la retraite, toi ? Non. Ah non. Bon, donc non, mais les mecs, enfin Alain, Jacques Attali, enfin tous les mecs là, BHL, tout ce qui fait que la France va si bien depuis des années, tu sais, tu dis à un moment, bon les gars, on a fait un gros think tank pour vous, vous voyez, on l'a mis, oui, c'est sur une plage à Calais, mais t'as Jacques Attali qui se retourne, qui fait, mais dites donc, votre think tank ressemble quand même furieusement à un bateau pneumatique très mal gonflé. Ah non, c'est un think tank, monsieur Attali. Allez-y, vous verrez, derrière, c'est comme le métavers. Vous mettez ces lunettes de réalité virtuelle et je démarre le moteur. Et là, et tu les vois partir. Peut-être direction l'Angleterre. On leur donne une chance, tu vois. Mais c'est le think tank, quoi. Tu mets un gros logo World Economic Forum sur le canot pneumatique. Et hop, vas-y, fonce, Géco, vas-y. Tu vois, il y a ton pote Alain, vous êtes tous là. Le think tank, ouais, le tank qui va couler. Le think tank, la boîte à idées. C'est un truc qu'on dit plus trop encore, maintenant, c'est l'observatoire, c'est la fondation, c'est plus le think tank. C'était un truc très DSK, ça. J'ai fait un think tank. Oh, on n'arrête pas de niquer, de réfléchir à l'avenir de la France et tout, c'est super. Un pin tank. Là, les mecs, non, c'est une fondation. La fondation du monde moderne, ce serait pas mal. Oui, on réfléchit finalement à une sorte de politique d'industrialisation douce, à la fois en prenant en compte les principes de dématérialisation, mais aussi les équilibres qui se font jour, à la fois avec les pays émergents, et puis ce que ont été les grandes économies d'hier. Est-ce qu'une nouvelle révolution industrielle est possible à l'heure du numérique ? Est-ce que les startups françaises vont pouvoir remplacer les pépites industrielles d'hier ? C'est ce que nous allons essayer de découvrir avec des intellectuels, des chercheurs et des branleurs qui font Saint-Germain dans notre fondation, jour après jour, grâce à vous bien sûr, grâce à vos abonnements ici, mais aussi sur patreon.com, le monde moderne. La fondation du monde moderne, c'est peut-être une porte ouverte, tel François Bayrou ouvrant les portes au Haut Commissariat au Plan, vers le futur, ou vers les futurs, préférais-je dire, parce qu'on ne sait pas finalement ce qui nous attend derrière la porte. Ta gueule !
Voilà. Mais ça marche comme ça. Et c'est pas mal. Mais il en faut de l'électricité. Et il en faut, c'est pas mal. Il est allemand. Bien sûr que Klaus Schwab est allemand. Et son papa était allemand. Il avait écrit déjà un bouquin complètement barré. C'est un peu des... Papi Schwab, bonjour. Comment ça va? Ouh, il fait froid à Davos aujourd'hui. Oui, oui, oui. On a bien parlé avec les amis du cabinet de conseil, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai mal dormi, j'ai fait des cauchemars. J'ai pensé que Justin Trudeau était en danger, qu'il s'était caché sous un camion et que le camion avait eu un accident de la route. Bah, je sais que vous adorez Papy Schwab. Moi aussi, je l'aime bien en fait. C'est affreux. On les rendrait presque sympathiques. C'est affreux. Ah oui, oui, attendez. Hop, hop, hop. Puisque c'est ça. C'est n'importe quoi cette revue de presse. Ah, j'adore. Allez, on revient en France, on quitte les montagnes enneigées de Davos, le think tank du World Economic Forum, ce canot pneumatique parti peut-être à l'assaut de la Grande-Bretagne avec nos meilleurs penseurs. Et nous voilà avec Christiane Taubira, candidate. Mais pourquoi faire? alors, 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 vous savez, Christiane Taubira, c'est d'abord et avant tout des mots. Hein, c'est des mots mis dans un sens puis dans l'autre. C'est comme un rébus, c'est comme un Scrabble vivant qui, devant vous, va faire un mot compte triple et tu t'y attends pas. Et en confiance, en responsabilité, avec à la fois tout le respect hein, et toute l'envie de faire vivre les valeurs de gauche au-delà même du Rubicon, au-delà même de ce qui nous divise et ce qui nous rassemble, au-delà même finalement de ce qui est l'essence même d'une humanité perdue. Peut-être c'est possible encore, et alors seulement encore, d'avoir accès à quelque chose qui ressemblera finalement à la fraternité. Mais là, en l'occurrence, elle essaye, enfin, son truc, là, avec la primaire de trucs, leur objectif est surtout d'empêcher les autres d'avoir des parrainages. Alors, elle a appelé tout le monde hier. Hein, il y a un petit texto de Jean-Luc Mélenchon qui a fuité, qui a dit « Chère Christiane, je me rappelle avec amertume nos échanges passés. C'est sympa. Mais si tu pouvais éviter de faire en sorte qu'on n'ait pas nos parrainages, ce serait sympa. Merci, bisous Jean-Luc. » Bon, Anne Hidalgo, c'était à peu près pareil. Salut Christiane, j'irai jusqu'au bout, je t'embrasse. Yannick Jadot n'a pas répondu. Enfin, s'il a dû répondre, un truc genre écoute Christiane, j'ai des trucs à faire, c'est sympa, mais bon, voilà. Et donc voilà, et elle est là, elle fait en responsabilité, je vous ordonne d'empêcher ces tocards d'avoir leur signature. C'est moi la chef. Enfin, je ne suis pas là pour être la chef, mais quand même. Enfin bon, c'est pour la gauche, c'est compliqué cette élection. C'est presque une primaire, tu vois. Il aurait fallu la faire longtemps avant, avec Montebourg, avec tout le monde. Tu vois, le PS mettait Montebourg, Hidalgo, Taubira, ils votaient, et ils faisaient pas ce truc de primaire populaire. Et voilà. Bon là, c'est fait pour faire gagner Macron, c'est sûr. Mais oui, Maggie. Comment vas-tu? Comment vas-tu ce matin? Oui, elle va bien. Elle vous fait savoir qu'elle va bien. Après les klaxons, les miaulements de chat pour réveiller vos chats. Bon, alors, donc très décevant. Bah oui, puis alors Christiane Taubira, et le pass alors. Sa réponse, j'en parlais hier, il y a un extrait qui circule, tu peux pas tester quoi. Une réponse de cette qualité-là pour dire je suis pour le pass, mais je peux pas le dire parce que sinon mais je suis pour, mais c'est pas moi, c'est pas ma faute si je suis pour. Tu fais bon, écoute, assume un peu, assume. Et oui, le seul à gauche qui est contre le pass et contre la vaccination obligatoire, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et tous les autres, c'est vaccination obligatoire. Ah bon? Oui. C'est encore mieux que le pass. Ah bon? Oui, ça protège. Ah bon? Oui, ça protège. Déconnez pas. Hein. Vous savez, sinon, attention.
Il ne faut pas faire de désinformation sur le vaccin. C'est important de dire que le vaccin protège, qu'il nous protège tous. Il protège surtout Olivier Véran. Et que, par exemple, Justin Trudeau, triple vacciné, bon, il chope Omicron, mais il n'a aucun symptôme. Alors de là à dire qu'il l'a pas, qu'il a dit ça pour se planquer parce qu'il y avait trop de camions dans son jardin, oh, est-ce que ce serait pas de la mauvaise... Oh, est-ce que ce serait pas de la désinformation, ça? Mais non, il est malade. Regarde, ça se voit d'ailleurs. Son allocution, il est tout malade. Il a aucun symptôme. J'ai aucun symptôme, mais je me mets quand même à l'isolement et je continue de travailler en télétravail. Des fois qu'il n'y a pas de truckers qui viennent me fonder la... Tu vois, c'est dingue. C'est encore sa fille, bien sûr. Ses enfants ont le Omicron. Tout le monde. Mais en même temps, ça va. On ouvre. Mon Christiane Taubira, si tu pouvais éviter de faire en sorte que... Désactiver, suspendre les annonces, voilà... Un problème est survenu, réessayer plus tard. Je t'emmerde. Voilà. Ah, je ne peux pas suspendre les annonces. Oh, putain, il m'énerve. Pardon. Médisance. C'est de la médisance. Voilà, c'est ça. C'est de la médisance ou du mauvais esprit. Des esprits chagrins. Mais Justin avait l'air en pleine forme. Je suis désolé de le dire, mais quand même, derrière son petit pupitre, t'avais pas du tout l'impression qu'il avait même un mini Covid. C'est vraiment symptomatique, le mec. Vraiment. De là, tu vois, dans cet état-là, il aurait pu continuer, aller voir les manifestants, dire ça va, je peux vous aider, vous avez besoin de quoi, que je me barre. Non, je vais aller me cacher plutôt. On se retrouve tout à l'heure, après mon Covid. Salut. Donc c'est quand même... Oui, c'est un manque de bienveillance. Pardon, excusez-moi. J'ai oublié, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce petit moment de bienveillance. Voilà, j'espère que ça va à vous. Voilà, c'est fini. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par Christiane qui ne sait pas trop comment elle va lancer sa fusée de campagne. On a ensuite... Attendez, est-ce que les autoroutes... Non, on a le plan 0 SDF de Jean-Luc Mélenchon, qui est le seul à parler du logement, des sans-abri. Mais j'ai pas de capture d'écran. Bon, alors, en fait, l'année en commun a un plan pour loger tous les sans-abri à la fin du quinquennat, en réquisitionnant d'abord tout ce qui est les anciennes casernes, la PHP. Il faut savoir, par exemple, que la PHP, coucou Martin Hirsch, qui bossait pour l'abbé Pierre, il aurait pu faire un truc avec la PHP et les SDF, par exemple. Non, il a préféré vendre quand même les 2 tiers, non le tiers des bâtiments de la PHP au promoteur Novaxia, qui va y installer un incubateur de start-up. Ouais, ça aurait été logique que Martin Hirsch, tu vois, ayant travaillé avec l'abbé Pierre, Emmaüs, tout ça, se dise non, on va faire de la PHP un lieu d'accueil pour les SDF. Non, le mec s'est dit non, on va vendre des bâtiments, on va faire un incubateur de start-up. Mais t'es malin, toi. Toi, ça y est, t'as acheté un costard, toi. Ça y est, t'as acheté un costard, les pauvres, tu t'en as un peu rien à cirer. Pas du tout, les pauvres. D'abord, il faut les mettre au travail, d'abord. Vous savez, le sketch d'hier, quoi, il y a un costard, et après, hop, l'avenir est à toi. Donc voilà, Mélenchon dit plutôt, non, la PHP va revenir à sa destination initiale, l'accueil, le soin. Et puis là, l'aide aux plus précaires et aux plus démunis. Et puis aussi mettre le secteur de l'hôtellerie à contribution en ayant plus de 100 000 logements qui seraient construits, 635 millions d'euros par an pour un grand plan logement, pour loger tous ces SDF avec des logements justement de réinsertion, de vie, des lieux de vie où ces gens-là pourraient sortir de la violence qu'est la rue. Et puis des pensions de famille aussi, des petites structures publiques où les résidents sont accueillis pour une durée indéterminée, accompagnés par un hôte qui va les aider dans les démarches, qui va faire une vie de famille qu'ils ont pu faire quelque chose. Et interdire enfin les expulsions dans le secteur locatif, notamment du HLM. Nous ne considérons pas l'existence de ce quart-monde dans notre pays comme un à côté du système. Ce fait est au cœur du néolibéralisme, de son système de contrôle des personnes par la peur du lendemain. Je vous en parlais sur le plein emploi, par exemple. Mettre fin à cette injustice sera mis au centre de nos priorités. Voilà, c'est le seul à parler de ça. Les autres, les pauvres, n'existent pas dans la campagne. Voilà, c'est la revue de presse du monde moderne. C'est une revue de presse bienveillante.
passe un bon moment, généralement 1 heure et demie tous les matins, en lisant la presse, en buvant un café. N'hésitez pas, bien sûr, à partager le lien de cette revue de presse sur vos différents réseaux sociaux, à appeler vos amis, à faire voilà, un petit peu de pub à cette revue de presse parce qu'on en a besoin, c'est vachement bien. Et vous faites un super boulot. Vous êtes la meilleure commu que je connaisse de tout Twitch. Merci beaucoup. En plus, ce matin, c'est pas évident parce qu'il y a quand même les avocats de Nantes Révolté qui sont chez David Dufresne. Donc, on les soutient, bien sûr. Nantes Révolté, vous savez, c'est ce média indépendant qui a dénoncé les violences policières, qui a été, que Gérald Darmanin voudrait dissoudre. Alors, en termes de liberté de la presse, là, tu sais que tu passes un cran. Hein. Alors, je veux bien qu'on ait un projet de société fasciste porté par le macronisme qui est les devoirs avant les droits, hein, connard. Donc, ton devoir, c'est de fermer ta gueule et de fermer ton petit média indépendant, s'il te plaît. Ah oui, mais le droit de la liberté de la presse, tout ça. Non. D'abord, le droit de fermer ta gueule. D'accord. Donc, voilà, on les soutient et n'hésitez pas à aller faire un tour aussi là-bas. Je suspends les annonces. Ah, ça y est, je peux resuspendre les annonces. Un problème est survenu, réessayer plus tard. C'est merveilleux. Hein. Merci Jeff Bezos. Je peux même pas suspendre les annonces. C'est-à-dire qu'il m'oblige à avoir de la pub là. Je suis désolé. Hein. Ben non, mais je sais. C'est quoi? En plus, dites-moi, c'est quoi les pubs? Je les vois pas, moi. Mais le devoir de fermer ta gueule, bien sûr. On est puni. Non, vous n'êtes pas puni. Non, vous n'êtes pas puni. Ici, c'est un espace de liberté. Ah, voilà. Et puis aujourd'hui, 1er février, il y a des mecs qui sont bienveillants, qui se disent « Tiens, si on augmentait de 2% le tarif des péages qui est déjà super cher. » Pourquoi ? Pour s'en foutre plein les fouilles, parce qu'on a le droit. Ah oui, faisons-le. Et donc, du coup, ça augmente à peu près de 2%. Hein. Alors, il n'y a aucun de moins. Il y en a qui ne bougent pas. Il y a quand même des tronçons qui ne bougent pas. Et puis, il y en a qui sont très, très chers. Alors, je vais vous faire la liste de là où il ne faut plus prendre l'autoroute. Hein. Ça va être très, très cher. Enfin, si vous pouvez, si vous avez des sous. Mais Brive-Montauban, ça a pris 3,65 €. Hein, c'est la plus grosse explosion de tarot, là. Ensuite, vous avez Montélimar-Montpellier, 3,36 €. Paris-Deauville. À Paris-Deauville, ils se sont dit, le petit week-end, allez, c'est 3,28 € de plus. De toute façon, c'est pas grave, ils ont tous des SUV énormes qui polluent, ils roulent en Tesla, c'est bon, ils payent plus l'ISF, ils peuvent bien payer 3 € de plus de péage. Bon, par contre, si vous voulez aller, vous, tranquille, avec votre vieille Peugeot qui pollue, bon, déjà, vous n'avez plus le droit d'entrer dans Paris. Alors après, aller à Deauville, laisse tomber. Paris-Strasbourg aussi, 2,25 €. Hein. L'A14, le péage de Montesson, qui a pris 2,25 €. Voilà, allez hop, comme ça. Caen-Rouen, 2,15 €. Oui, c'est comme ça. Annecy-Chambéry, 2,04 €. Senlis-Arras, 1,82 €. Auxerre-Fontainebleau, 1,49 €. Bordeaux-Lyon, 1,28 €. Et là où ça ne bouge pas, Avignon-Orange, Paris-Meaux. Ça je reconnais bien là la patte de Jean-François Copé. Non, ça ne bougera pas. Moi, maire de Meaux, le tarif autoroutier ne bougera pas. Bravo Jeff, bravo. Menton-Toulon, ça ne bouge pas. Toulouse-Villefranche de Lauragais, ça ne bouge pas. Et Le Havre-Fécamp, ça ne bouge pas. Là encore, merci Édouard Philippe qui pense à les administrer. Pour le reste, voilà, hein, la SAPN, côté Normandie, ça prend 2,12 € en moyenne. Et voilà. Et il faut savoir que... alors, il y a des candidats qui proposent de renationaliser les autoroutes, mais les experts ont dit que si on voulait... Il faudrait quand même faire un chèque, il faudrait se délester de quelques 40 milliards d'euros pour rembourser les mecs qui nous volent depuis que c'est privatisé. En fait, non. Tu fais les règles. Une fois que tu es élu, une fois que c'est toi le chef, c'est comme Macron. Tu dis, hop, tout le monde enfermé, plus personne bouge. Hop, attention, 3e dose, 4 mois seulement. Et tu peux dire, hop, attention, je nationalise les autoroutes. Hop, pas de chèque. Non. C'est moi qui fais les règles. Désolé. Voilà. Et vous avez fait assez de thunes comme ça. Allez, au revoir. Donc c'est possible, mais c'est juste qu'ils veulent pas. Non. Parce qu'après, qui finance les campagnes ? Qui après te recycle dans le privé pour pantoufler tranquille ? Édouard Balladur, on en parlait. Édouard Balladur, quand il s'est pris sa rouste, petit à petit, il est devenu un peu président de la Société autoroutière du Mont-Blanc, des trucs comme ça, tu vois. C'est des trucs, c'est des tickets de présence, tu fous rien. T'es très bien payé à rien foutre. Et comme t'as passé ta vie à dire aux pauvres qu'il fallait travailler, tu dis, moi j'ai un travail, moi, monsieur. Oui, je suis au board de la Société des tunnels. Voilà. Et en quoi consiste votre travail ? En bien peu de choses, je dirais. Tester quelques restaurants de guide Michelin avec des amis sénateurs. Du perdreau.
Ce genre de truc, quoi. Mais c'est voilà, c'est beau, c'est des mecs qui ont bossé toute leur vie. Après, bon voilà, tu comprends. Merci d'envoyer des bits, des points de chaîne. Le train de la hype, visiblement, est en cours. Je ne l'ai même pas vu arriver. Il vient de démarrer. Bah voilà, vous êtes formidables. Donc profitez-en pour offrir des abonnements, pour vous abonner, pour miauler comme Maggie, pour Pommard, bien sûr. Pommard, Givry, quelques bons Bourgognes. Ça c'est du boulot, hein. Offrir des cadeaux aussi. Enfin voilà. Donc merci aux sociétés autoroutières de faire leur travail avec autant d'entrain, hein. Et puis à Pékin, les combis sont déjà de sortie. Alors, vous voyez la photo, elle est magnifique, hein. C'est quand même, tu dis, qu'est-ce qu'on va faire des JO à Pékin ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Alors bon, la question c'était, est-ce que... Je vous agrandis la photo. T'as la majorité présidentielle qui dit oui, génocide ouïghour, la Chine, les Ouïghours, tout ça. Bon, et donc ils font un vote en disant le droit de l'homme ouïghour. Très bien, ok. Bon, génocide quand même, tu dis, c'est un truc chaud, hein. Et donc, est-ce qu'il faudrait pas boycotter les JO ? Et là, il fait non, surtout pas, hein, faut y aller, hein. Donc on envoie la ministre des Sports, évidemment. Et toute une délégation dans un pays flippé du Covid, puisque Pékin veut être la Chine veut être le pays zéro Covid. Donc ils reçoivent les touristes comme ça et ils te proposent une appli de traçage pour être sûr qu'ils écoutent tout ce que tu dis, qu'il n'y ait pas d'espions, tout ça, ou que tu n'as pas trop au micron, à tous les gens qui vont faire leur JO avec de la neige artificielle. Et tu te dis, mais enfin, pourquoi faire un truc pareil ? Ça n'a plus aucun sens les JO là, particulièrement en ce moment, c'est vraiment n'importe quoi. Et particulièrement, alors si on est sérieux et qu'on dit qu'il y a un génocide ouïghour, on est un peu sérieux, tu vois, on fait quelques mesures d'extorsion. Mais non, Macron souhaite la bonne année du tigre céleste. Enfin, c'est un young leader de la Franco-China Foundation, faut pas déconner. Et tout le monde y va gentiment en disant merci monsieur Xi, merci monsieur Xi. Merci pour le Covid. Pardon, merci pour tous les produits en plastique qui viennent et les profits. Merci. Vous allez voir d'ailleurs la Chine et la filière porc française, tous les deux sont liés. C'est impressionnant de voir ce que c'est que la globalisation, en vrai. On en parle tout à l'heure dans la revue de presse pour ceux qui peuvent rester, qui veulent rester, pour ceux qui vont même nous rejoindre en cours de revue de presse, je ne sais pas. Bien sûr. Mais en fait, on est rien, on est un petit pays, et certes avec des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, mais c'est des jouets. À côté des empires que sont la Chine, les États-Unis, c'est la Russie qui ne veut pas négocier avec personne en Europe, hein, même pour l'Ukraine. Non, on sait très bien que c'est Joe qui nous emmerde depuis Washington, donc on va parler directement avec lui. Ah, vous voulez pas parler avec Ursula Pfizer ? Non, on a autre chose à faire, excusez-nous. Ah, d'accord, bon. C'est dommage parce qu'elle ne savait plus quoi faire là, depuis qu'elle a acheté tous les vaccins, tout ça. Ok. Bon, c'est pas grave. On le prend pas mal. Mais non, mais c'est dingue. D'ailleurs, Anne Hidalgo posait la question, mais qu'est-ce que vous auriez fait, vous, comme Macron, à pas rappeler Poutine et tout ça ? Elle dit, j'aurais fait plus pour une défense européenne, par exemple. Mais j'aurais fait plus, hein. Mais genre quoi ? Plus de curly, plus de chips, plus de knacky ball, des petits trucs apéritifs, plus. Rien n'est bien sûr. Alors, dans l'IB, eh bien, nous avons... Oui. Bah oui, j'en parlais tout à l'heure que Justin Trudeau a le Covid. C'était sa petite conférence de presse. Mais tu vois, il est en pleine forme, hein. Mais c'est grâce aux 3 doses. Et à l'Omicron aussi. Enfin, c'est bon, c'est pas... Pourquoi enseignez-vous un cahier spécial dans Libération qui donne la parole aux profs en disant pourquoi vous faites pas une grève générale pour virer votre ministre qui vous maltraite ? Non, parce qu'en fait, les enseignants, ils aiment leur métier, ils adorent ça et ils veulent pas lâcher les enfants. C'est comme les soignants, ils veulent pas faire grève parce que s'ils font grève, ils tuent des gens. Les enseignants, il y a une mission, il y a quelque chose de l'ordre de tu aimes vraiment ton métier, tu le fais vraiment par amour et donc t'es prêt à prendre... de te faire maltraiter, à savoir qu'à un moment tu fais un sale boulot parce que tu n'as pas les moyens. Vous verrez notamment sur les filières Clémy, sur l'école inclusive, c'est une vaste blague, un peu comme ce qu'on a vu en EHPAD avec toujours le moins de moyens, hein, pour faire mieux.
Et donc des paroles de prof assez touchantes sur l'amour d'une profession. Ça s'appelle une vocation, c'est vrai. T'en as, ils ont la vocation de faire de la thune très tôt, et t'en as, ils ont la vocation d'aider les autres très tôt. Et quand tu choisis la voie aider les autres, généralement, tu fais pas de thune, sauf si tu es le malin qui a fondé Orpea. Alors lui, c'est un malin. Lui, c'est un gros malin, on va en parler. Lui, il avait vocation d'aider les autres. Donc, il a mis en place un système pour faire de la thune en aidant les autres. En disant, mais je fais un truc bien, mais en même temps, tu vois, je me paye, quoi. Hein, il y en a marre d'être travailleur social. Bon, c'était déjà un médecin, un neurochirurgien. Bon, le mec était déjà quand même confit. Mais il se dit, non, je vais faire un truc. Et là, Orpea, on a les témoignages depuis l'enquête du journaliste Vincent Castagnet. Sur un système en fait de maltraitance où c'était le rationnement du nombre de couches, les locaux où étaient entreposées les couches, les serviettes étaient fermées à clé pour que les infirmières n'y aient pas accès. Des fois qu'elles fauchent des couches, tu vois. Elles disaient, non, c'est juste qu'on en a besoin. Ils disaient non, mais tu comprends, il y a de la chour. Ouais, gros trafic de couches seniors. Hein. Ouais, je me fais des fins de mois, je vends des couches seniors sur le marché. Que je fauche bien sûr à l'EHPAD les mimosas. Ah ouais, j'ai une bonne filière. Ouais, je me fais au moins 3 € tous les dimanches. Donc les mecs étaient vraiment des rats avec de la maltraitance. Là quand même, il y a eu le Covid qui a révélé la façon dont étaient traités les aînés dans ces lieux de privation des libertés, puisque c'est ça. Ou même, si t'étais pas malade, tu pouvais même pas aller voir tes proches. Donc là, ils commencent à dire avec Omicron, on va peut-être laisser quand même les familles se voir. Hein. On va peut-être éviter le côté on les laisse crever tout seuls, ils sont pestiférés, on les enferme, ils n'ont pas le droit de se parler d'une chambre à l'autre. On va peut-être arrêter de les traiter comme de la merde en fait. Mais le problème de cette maltraitance, c'est que quand vous êtes un soignant mal payé avec ce boulot-là où vous savez que vous pouvez être viré du jour au lendemain si vous dénoncez cette hiérarchie de la saloperie, c'est ça le problème. C'est que la parole ne peut pas être libérée. Si tous les soignants avaient dit très tôt aux familles, écoutez, partez, c'est dégueulasse, il faut que ça explose, je ne peux pas faire ce travail-là. Mais les gens se taisent. Parce qu'avec un sale boulot, tu as peur de perdre ton boulot. Parce que derrière, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et ça tient comme ça. Et cette société de la maltraitance, elle tient comme ça. Avec le peu d'argent qu'on va te payer pour faire un boulot de merde. Et si jamais tu le perds, tu sais que tu seras encore plus dans la merde. Et voilà. Donc, alors que parler... Les petits chefs, envoyez-les chier, dites non, révoltez-vous, vous pouvez à votre petit niveau, même si vous avez, quand je dis un petit niveau, c'est pas méprisant, c'est juste que le pouvoir, il est aussi de dire aux petits chefs que non, je t'emmerde. Parce que chaque petit chef va faire un gros chef, et le gros chef après est intouchable. Donc il y a un moyen de se rebeller. La rébellion, je pense qu'elle est nécessaire. Il y avait le Indignez-vous qui avait fait un succès à l'époque. Je pense que maintenant c'est enragez-vous, rebellez-vous, dites non. N'acceptez pas ça. Vous pouvez le faire. Et c'est en étant nombreux que ça peut changer. Sinon, ça ne changera pas. Donc, il va falloir vraiment changer ça. Et alors, donc, je parlais donc des mecs qui avaient la main sur le cœur, qui avaient organisé ce système d'entraide. Voilà, ça, regardez, c'est Yves Lemagne, donc là, avec la cravate rayée rouge et noir. Ça, c'est capitaliste. Yves Lemagne, c'est le PDG d'Orpea qui a été viré gentiment avec un gros chèque pour dire « Écoute, Yves, on va t'éviter bien des soucis administratifs. Tu vas pouvoir aller à Marrakech, dans ton riad, peinard. Et ben voilà, profite, t'as bien gagné. » C'était un bon gagneur. Lui, il a mis en place tout le système pour faire plein de thunes. Depuis 93, il est rentré contrôleur fiscal ou un truc du genre. Et après, il s'est dit « Tiens, si ça crachait 10 fois plus de thunes, un champion. » Et puis l'autre à côté, avec ses cheveux blancs, qui va peut-être finir dans son caca, qui sait, parce qu'on finit tous comme ça, c'est le fondateur, c'est le grand patron d'Orpea, qui était donc neurochirurgien, je crois, je ne veux pas dire de conneries, qui a eu cette idée brillante de dire « Tiens, je vais faire de la thune avec des vieux qui font caca sous eux. » Eh oui, c'est Jean-Claude Marian. C'était en 2014, c'était l'amour, c'était, regardez, ils ont plein de projets de bâtiments. Alors, ils font d'abord du bâti à Orpea. Plutôt que d'investir dans des soignants, ils aimaient bien leur truc, c'était tous les ans de refaire le hall d'accueil. Comme ça, quand les familles arrivent, ils disent, vous voyez, c'est neuf, c'est tout propre. Puis après, bon, il ne fallait pas aller dans les cuisines, ni dans les chambres. Voilà. Mais par contre, tu arrivais dans le hall d'accueil, c'était waouh, c'était tout neuf. Et donc, on va parler un peu de Claude Marian, ce monsieur-là qu'on voit avec ce petit dépliant.
Claude Marian, c'est un mec super sympa, vous allez voir. Bon, il y avait déjà eu des affaires. Hein. Fin 2012, il y avait une petite histoire quand même qui était... il a 82 ans, hein, Claude Marian, donc il est pas loin du caca sous Louis. Hein, c'est dans 15 ans, on en reparle, 10 ans, parce qu'il est en pleine santé, évidemment. Hein. Vous savez, on dit les meilleurs partent les premiers. Donc c'est vrai qu'à partir de 30 ans, essayez de vous comporter comme des vrais salopards. Hein. Ça permet de gagner du temps de vie, généralement. Si vous êtes sympa, si vous êtes des fois, vous partez trop vite. Des fois. Alors que tu vois, visiblement, ça conserve hein, d'être un bon capitaliste. Alors lui, donc, il avait déjà vendu des trucs de ses parts et tout. C'est en 89 qu'il ouvre son premier établissement et il crée Orpea et bâtit un leader mondial qui s'introduit en bourse en 2002. Et alors c'était un donc business model, retour sur investissement, profitabilité, ça c'est vraiment le groupe hein. Dans tous les articles qui étaient consacrés à Orpea, c'est une bonne gagneuse hein. Tu la mets sur le trottoir et elle te fait des journées de ouf hein. Alors, les couches sont pleines mais par contre tes poches aussi. Ouais. Donc c'était super bien foutu et les lits ont permis donc à Jean-Claude Marian d'engranger des sommes colossales. Fin 2012 il détient 20% du capital et c'est quelques 7 millions de dividendes annuels. Comme ça, à rien faire. Bon, c'est le fondateur. Hein. Et puis, il y a déjà un premier tournant en 2013. C'était la police qui enquête sur une affaire d'évasion fiscale impliquant un cadre d'Orpea, perquisition chez un proche de Marian, dont le boulot discret consiste alors à faire le lien entre le groupe et les élus afin d'obtenir des autorisations d'ouverture d'établissement. Des petits sous pour des petits élus, pour ouvrir des petits établissements, pour refaire des petits sous entre nous, des petits sous, encore des petits sous. C'est bien foutu, hein. À tour de bras. Et alors là, il n'arrête pas. Alors bon, il a peur quand même qu'on parle un peu de corruption, tout ça, que ça fasse chuter le cours en bourse. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Quelques semaines plus tard, il vend 15% de ses parts à un fonds de pension canadien. Malin. Et l'action est à 40,34 €. Lui, il encaisse 321 millions d'euros. Et l'affaire judiciaire n'est pas révélée. Elle le sera dans le livre de Castanet. Avant ça, c'est étouffé, tout est bien. La corruption, les corrompus et les escrocs dominent ce monde. Hein. C'est pour ça que ça va si mal. À partir du moment où toi, tu essayes de faire du bon boulot, d'aider les autres, de dire ce serait bien quand même de donner aux riches de prendre aux riches pour donner aux pauvres. Ah non ? C'est mieux dans l'autre sens ? Ah d'accord. Je serais mieux payé ? Ah bon ? Oh d'accord alors. Donc je vais prendre aux pauvres pour donner aux riches. D'accord. Mais pour... Ah bah c'est sympa votre truc. Ouais, je savais pas qu'on pouvait... dans ce sens-là, mais si vous me dites que ça marche, je vais pas hésiter une seconde. Hein. Donc évidemment. Et donc ce Claude Magnan, vous allez voir, c'est quand même génial. Génial. Alors là, le portrait quand même. C'est même pas un portrait, c'est juste la vie et l'œuvre de Jean-Claude Magnan. Donc début 2020, le titre est à 111,85 €. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Jean-Claude Marian ? Eh ben, il se débarrasse du solde de ses actions et là, il touche un chèque de 456 milliards d'euros. Donc là, il est à plus de 1 milliard hein, de fric. Voilà, il a tout vendu parce qu'il a vu venir le Covid. Et malin comme un singe, Jean-Claude, il s'est dit tiens, je vais vendre mes actions parce qu'ils vont tous crever comme des mouches dans mes EHPAD et je veux pas avoir d'emmerde. Donc il a tout vendu et il s'est barré en Belgique. Alors il était déjà en Belgique en fait. Il s'est barré en Belgique, je crois, en 2006. Et donc pour avoir la nationalité belge. Alors, il n'explique pas pourquoi, mais en fait, c'est très simple. Ça lui permet de planquer son fric, hein, de ne pas payer. Déjà, bon, entre-temps, Macron est arrivé, hein, il était sympa avec les riches, il n'y a plus d'ISF, tout ça, mais lui, il était prévoyant, il s'est dit, quand même, je préférerais être belge, avec la thune que j'ai, c'est plus simple. Hein. Donc, il est belge, et là, il prépare sa fuite à Monaco. Enfin, son installation à Monaco. Parce qu'en fait, si jamais tu es belge, si tu es français, tu ne peux pas aller à Monaco, direct. Et planquer ta thune et être exonéré de tout. Quand tu es un gros richou international, et que tu arrives à Monaco, donc belge, de citoyen belge à Monaco, là tu gardes toute ta thune, tu la files à tes enfants comme tu veux, tu payes pas d'impôts, elle est pour toi, c'est ta thune à toi, c'est tes petites noisettes d'écureuil que tu as amassées toute ta vie, et tes petites noisettes tu les gardes, hein, et ça servira pas à faire des hôpitaux, rien du tout. Donc voilà, le Jean-Claude Magnan, hein, très malin,
il a fait comme Johnny Hallyday. Hein. Le seul moyen, c'est de devenir belge après 10 ans de résidence à Bruxelles et de renoncer à la nationalité française pour ensuite s'installer sur le rocher de Monaco. Voilà. Donc tu fais, c'est le chemin classique de l'évadé fiscal. Et zéro impôt, zéro droit de succession, tu gardes tes noisettes, c'est nickel, il est content comme tout. Alors du non, c'est pas... Enfin voilà. Et là, donc, depuis qu'il est en Belgique, il a investi dans les pâtisseries. Il a racheté une marque belge de pâtisserie qui date depuis 1910, Vitamer, et non pas comme Vitamer, mais W-I-T amer, mais c'est pas la vie de ta mère dans les EHPAD, c'est la vie de ta mère. Et donc, il va garder comme ça ses milliards de brousouf. Il est arrivé questionné dans une rare intervention télévisée sur LN24 en mai 2021. Il confirme: mes bottes en touche, la Belgique est un pays extraordinairement accueillant. On a trouvé un accueil tout à fait gentil. On a eu envie de rester. C'est à l'inverse des établissements européens, où l'accueil n'est pas super gentil, tu n'as pas envie de rester. D'ailleurs, tu ne restes pas longtemps généralement. Donc quand même, c'est formidable, quoi. Voilà. Donc retenez bien cette figure de gagneur et ce nom. Jean-Claude Marian, c'est la cravate bleue. Et Yves Lemagne, c'est la cravate rouge tiré noir. Ces deux-là ont amassé des brousoufs en maltraitant des vieux. Voilà. C'est pas beau la vie, hein? C'est pas beau comme ça d'être capitaliste des fois. Pourquoi on s'emmerde après à être soignant, à être prof, à être machin? Tu fais un gros immeuble, tu fous des vieux dedans. Et après, tu fais un jeu, tu comptes les couches. Attention, l'employé du mois sera celui qui aura utilisé le moins de couches ce mois-ci. Parce que les soignants disaient, non, mais on ne pouvait pas faire 15 toilettes avec 10 minutes de toilette par personne. Même ça, c'était pas possible. Et tu crées plus de lien humain, en fait. Ah là là. Pourvu qu'il y ait un karma. Bah, le karma idéal, ce serait que le mec arrive au rocher et il tombe sur une infirmière maltraitante quand il est dépendant, tu vois. Ou qui le maltraite, genre, tiens Jean-Claude, ça c'est pour mamie machin. Ça, ça fera un bon scénar. Un peu comme Misery, tu vois. Et là, elle lui fait la misère jusqu'à la fin, quoi. En cachant ça à sa famille. Oh, il va très bien. Oh, il est encore tombé dans les escaliers, vous savez. Bah, Jean-Claude, 82 ans. Fais attention, Jean-Claude. Non, il va faire un casting. Il va bien s'entourer, évidemment. Du lien, quoi. Ouais, excellent le film Misery. Donc tu tombes sur une soignante comme ça, genre, ça pourrait être ça, voilà, le karma. Non, vous savez, c'est ce qu'il y a de terrible. Hein. C'est autant dans la fiction, il y a ce côté où tu peux te rassurer en disant à la fin les méchants ils perdent. Dans la vraie vie, rarement les méchants ils perdent. Hein. Il y en a eu un, Jeffrey Epstein, tu vois, qui a été suicidé dans sa cellule, mais même là, tu sais pas trop. Tu dis ouais, est-ce que c'est non. Pour l'exemple, ouais, peut-être, mais tu as tout un système derrière. Ils sont des centaines comme lui en réalité, donc tu fais bon. Rarement les méchants perdent, rarement. Regardez Édouard Balladur, bon, c'est pas un gros méchant, mais c'était un escroc. Enfin voilà, le côté. J'ai fait des rétrocommissions avec des ventes d'armes, des militaires français sont morts. 15 € d'amende, oh, quand même, c'est cher payé. 30 ans après, allez donc. Vous auriez pu me laisser tranquille. Voilà. Donc la vie va bien pour les escrocs. Une chambre en EHPAD. Hein. Alors après, bien sûr, vous venez aussi souvent dans cette revue de presse pour les conseils crypto ou bien les conseils monnaie. Comment devenir riche en foutant pas grand-chose. Eh bien, une chambre dans un EHPAD privé se vend environ 200 000 € sur le marché de la défiscalisation. Donc si vous avez de la thune et que vous savez pas quoi en foutre, plutôt que d'investir dans une NFT, investissez dans la chambre de maltraitance. Hein. C'est 200 000 € de défiscalisation. Et c'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire. Hein, tandis que bon... peut-être... Et si on faisait des EHPAD dans les métavers? Voilà une idée de génie. On va faire des EHPAD dans les métavers. On va faire des maisons de soins, des Orpea qui investissent dans le métavers, quoi. Et on va vendre... On va non seulement défiscaliser sur de la chambre d'EHPAD, mais sur de la chambre d'EHPAD virtuelle. Voilà ce qu'on va faire. J'appelle Antoine de Sepas. Excusez-moi. Non, mais ça, c'est une super idée que je viens d'avoir. Voilà, donc tu doubles le truc et en plus, pas de problème puisque c'est virtuel. Hein, mais tu fais la même chose. La fosse du désespoir. Pour maltraiter des avatars.
Parce qu'il y aura forcément des délires. Tu sais, les humains, c'est un truc, c'est quand même assez délirant. Donc il y aura des mecs qui auront le délire de dire ouais, je suis vieux et grabataire, j'ai envie de jouer le vieux grabataire dans une chambre d'EHPAD. Donc si toi, t'as l'EHPAD, tu vas voir tous les mecs qui aiment jouer, tu sais, à se faire mettre en couche par des infirmières un peu. Tu vois, les Anglais adorent ça. Tu peux faire ton EHPAD virtuel pour des jeux sexuels de japonais et d'anglais, quoi. Ça pourrait être pas mal. Le métavieux. Et puis ces témoignages de profs, donc je vous en parlais, dans l'IB, et notamment, vous savez, il y avait eu toute une histoire sur les déclarations de Zemmour sur l'école inclusive, où on avait dit vous avez été dégueulasse sur le handicap, etc. Alors il l'avait dit mal, mais il avait dit qu'effectivement, ce qui est corroboré par une prof, que l'école inclusive est de la broderie. Jennifer, 38 ans, professeure en ULIS, c'est unité localisée pour l'inclusion scolaire, dans un collège du Val d'Oise depuis 2006. Dans le handicap, je ne me sens plus utile. Avec les élèves ordinaires, j'ai l'impression que moi, un autre, ils arriveront de toute façon à faire quelque chose. Avec les élèves handicapés, je fais une différence. C'est là que vous voyez que les profs sont passionnés, à la fois par les enfants, pour essayer d'en faire quelque chose, de les accompagner. Et elle explique, à l'école inclusive aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, c'est de la broderie. Avant, il y avait une AESH, accompagnante d'élèves en situation de handicap, pour un élève. Alors déjà, il faut savoir qu'une AESH, elle est payée 700 €, enfin c'est payé au lance-pierre. C'est un métier que tu fais, encore une fois, c'est... Tiens, si j'ouvrais un immeuble pour mettre des vieux dedans et prendre la thune des familles, bon là tu gagnes de l'argent, tu dis ah tiens, si j'aidais un élève en situation de handicap, 700 €. Voilà, là tu comprends en fait pourquoi on est dans une société où ça va mal, puisque tous les métiers du soin, du care, comme on dit en anglais, sont ultra mal payés, et tous les métiers de vautour, la finance, etc., sont surpayés pour faire le mal en fait. Donc évidemment, moralement, on est dans une société pourrie. Et pour ça, il faut une révolution anticapitaliste. Si on veut changer, c'est vraiment utiliser les mots qui font mal. Aïe, tous les mecs de la primaire populaire. Aïe, il a dit anticapitaliste. Oui, j'ai dit anticapitaliste, puisque malheureusement, ce système sélectionne les pires, pour être après des petits chefs, pour après faire de la merde. Donc on peut arrêter, mais après c'est un choix mondial, c'est compliqué, tant que tu as Xi Jinping, tout ça, bon, c'est compliqué. Mais bon, rêvons d'une utopie anarchiste, c'est important. Donc l'école inclusive aujourd'hui, avant il y avait une AESH pour un élève, ensuite ça a été une pour 2 ou 3 dans le même établissement, et maintenant il y a les PIAL, les pôles inclusifs d'accompagnement localisés, et il y en a une pour 7 ou 8 élèves sur plusieurs établissements. Voilà, on est passé de une AESH pour un élève à une AESH, un PIAL renommé, pour 8 élèves sur plusieurs établissements. Je prône l'école inclusive, mais dans ces conditions, les élèves et les professeurs sont en souffrance. Et encore la société de la maltraitance. Encore. Pourquoi ? C'est insupportable en vrai. Tous les matins, je vous ressors la même litanie, mais c'est insupportable, je suis désolé, c'est insupportable. Je ne cache pas qu'il y a une fatigue, un épuisement quand on entend les propos du ministre du gouvernement. On n'est pas traité comme des moins que rien, mais presque. Ça fatigue de se dire qu'on se bat, mais qu'on n'obtiendra rien. Alors qu'on est sur le terrain, on a les bonnes solutions, il faut faire toutes les classes à 15, 16, et là on aura des résultats. Il n'y a pas d'argent magique, il n'y a pas de solution magique. On ne peut pas faire mieux avec moins. Si on veut traiter correctement les humains, il faut mettre des humains. Il faut mettre plus de soignants, plus de profs. Il faut s'occuper des gens. Il faut payer ces gens aussi qui font ce travail-là. Tout le reste, c'est du blabla pour faire plus d'argent pour les mecs qui ne savent plus quoi faire de leur thune et qui investissent dans le métavers. J'ai l'impression de faire des châteaux de sable. On construit un truc le jour et puis le lendemain, il n'y a plus rien. Un prof qui reste sur une transmission frontale ne peut pas durer. Il faut accepter les élèves comme ils sont maintenant. Il faut varier les activités. Voilà, ça c'est vrai. Il faut. On a besoin de se débarrasser d'une logique d'efficacité. Professeur de français dans un collège REP en Seine-Saint-Denis. Raphaël, au début, je voulais enseigner pour faire un métier dans lequel je sois utile. Mais depuis que j'enseigne, je trouve que c'est beaucoup moins unidirectionnel. Il ne s'agit pas seulement d'apporter quelque chose aux autres, c'est beaucoup de remise en question, d'adaptation à l'autre.
avec des élèves qui ont des parcours de vie difficiles. Hein. On parlait des problèmes de nourriture, de logement. On a affaire à l'extrême précarité. Quand on est prof, on se rend compte que oui, vous avez affaire à des élèves qui sont laissés à eux-mêmes, qui ont une vie de merde, difficile. Et donc, vous, apprendre le français n'est pas forcément une priorité, malheureusement. Voilà. Alors, il y a quelques îlots de bienveillance. On fait en sorte que la relation ne soit pas dans la froideur institutionnelle. Essayer de transmettre, sans perpétuer une certaine violence de la société. Dans l'idéal, j'aimerais que les élèves qui passent dans mes cours trouvent les moyens de fabriquer eux-mêmes leurs outils pour vivre bien. La bienveillance qu'on nous demande d'avoir envers nos élèves, on ne l'a plus du tout pour nous. L'éducation nationale, c'est la maltraitance pour ses personnels. Voilà la réalité de la société de la maltraitance. Elle est dans tous les interstices, dans tous les milieux où on doit s'occuper de l'humain, on maltraite. Voilà. Est-ce qu'on peut virer McKinsey ? Il faut virer McKinsey, à coup de pied au cul, à coup de balai au cul. Tous les cabinets de conseil qui sont là pour faire ça, pour instituer la société de maltraitance et nous faire croire que c'est la seule solution. Il faut vraiment se débarrasser en fait de ce système de gouvernance. Alors, donc je vous invite de très beaux témoignages de profs dans l'IB ce matin pour comprendre un peu pourquoi finalement ils ne se mettent pas plus en grève, pourquoi ils ne font pas péter le système. Parce qu'ils tiennent aux gamins, tout simplement. Mais bon, parfois il faut de grandes révolutions pour changer les choses. Mais j'ai pas l'impression que ce soit l'ordre du jour, bizarrement. Puis le Figaro, lui, pas du tout sur ce sujet-là. L'État tente de contenir l'afflux de mineurs isolés. Alors, un gros dossier sur le mineur isolé. En fait, on a un problème en France, c'est qu'il y a beaucoup de Marocains, Algériens, Tunisiens, mais aussi de partout, qui arrivent et qui essayent de se faire passer pour des mineurs, parce qu'on est mieux traité quand même pour après l'accueil. Et donc, il faut statuer sur l'âge. Or, il n'y a pas de solution miracle, c'est la justice qui doit le faire avec des moyens misérables. Et souvent, c'est un peu au pifomètre en disant monsieur, vous avez des cheveux gris, mais c'est pas. Ah, d'accord, c'est une condition. Vous pouvez avoir des cheveux gris très tôt. Donc voilà. Donc c'est compliqué et on t'explique qu'il n'y a pas de fichier au national. Alors. On n'aime pas les fichiers, évidemment, ficher les gens. Le problème, c'est que quand vous essayez de vous faire passer pour un mineur, si jamais le département statue sur le fait que vous n'êtes pas mineur, vous pouvez essayer dans une autre région, dans un autre département. Vous pouvez retenter votre chance. Et l'autre département ne sera pas au courant que vous avez déjà fait une procédure et qu'on vous a qualifié majeur. Donc, vous pouvez comme ça faire tous les départements français, quasiment, pas vraiment, mais pour essayer de trouver une solution où au moins on va vous accueillir comme un mineur. Il faut savoir que c'est pas un marché, mais c'est un coût de 2 milliards par an à peu près pour l'accueil des mineurs isolés. C'est des trafics ignobles avec en fait des filières où ces mineurs, les vrais mineurs isolés, sont utilisés pour des trafics, des vols de médicaments, de trottinettes, de machins qui sont après organisés, des filières de grand banditisme en réalité, où ils droguent les mineurs pour qu'ils fassent en fait le sale boulot. Et les maltraitent, là encore, pour qu'ils ramènent la thune. Donc, c'est des systèmes qui sont assez affreux. Et donc, pas de solution miracle, si ce n'est peut-être un fichier au national pour faire quelque chose. Et arrêter avec les trafics, surtout, puisque ça reste la priorité. Comment stopper ces trafics et la maltraitance de ces gens qui cherchent l'asile, pour beaucoup, un boulot aussi. Et la plupart en fait de l'accueil se fait en région parisienne, dans le nord de la France, autour de Bordeaux aussi, où il y a eu beaucoup d'attaques, beaucoup de problèmes de violence, et quelque chose ont été faits. 40 000 jeunes étrangers sont pris en charge par les départements chaque année. C'est beaucoup et pas beaucoup. Mais donc Bordeaux a été un laboratoire qui a fonctionné apparemment pour résoudre le problème des trafics. L'argument d'extrême... Non mais vous enjaillez pas trop sur le chat là, chacun ses idées, vous savez, c'est pas des sujets faciles. L'accueil, soit on le fait bien, soit on le fait bien. Il y a pas... Sinon c'est des trafics, c'est les mafias qui récupèrent encore le business, quoi. Et il y a beaucoup de mafias déjà, il y en a déjà beaucoup. Allez, c'est pas une mafia,
c'est le Parti Socialiste. Vous savez, c'était ce grand parti qui avait un président de la République, une assemblée, le Sénat, plein de mairies, tout ça. François Mitterrand, le Parti Socialiste, tout ça. Bon, maintenant, ils ont Olivier Faure et Anne Hidalgo. Et ils essayent de sauver le parti. Alors, bon, il n'est plus question, de bien sûr, qu'elle soit élue président de la République. Ça, ils savent que c'est mort. Mais comment faire pour sauver le Parti Socialiste et pas se faire bouffer par le Parti radical de gauche de Christiane Taubira, qui est un micro-parti où il y avait Bernard Tapie dedans. Donc là, le PS est dans la merde, parce qu'il leur reste quand même des villes, des régions, bon, ça, des élus, ça va. Bon. Ils ont plus de sous, ils ont vendu le beau siège à Solferino, mais ils ont encore quand même des velléités. Enfin, tu vois, quand tu es riche et que tu es obligé de réduire ton train de vie, ça reste compliqué. Donc, ils essayent de dire comment on peut se raccrocher aux branches, tu vois, et continuer à faire un peu le boulot. Donc, ils essayent de sauver Hidalgo pour sauver le PS. Il n'est pas question, bien sûr, des électeurs ou même de s'occuper du peuple, des pauvres. Non. Le Parti Socialiste, c'est d'abord ma gueule. Il faut que ça dure. Pourvu que ça dure. C'était la mère de Napoléon qui dit pourvu que ça dure. Bon, c'est fini. Je crois que c'est fini, là. Je crois que c'est le dernier tour de piste, là. C'est comme ça. Comme ça. Mais bon courage à eux. Et puis, pourquoi aussi ça va mal? Alors, je parlais, bien sûr, il y a les financiers, il y a Jean-Claude Marian, Monsieur Couche, qui a réussi à faire de l'argent magique avec des couches sales. Mais vous avez aussi, dans la société de maltraitance, qui cause à la télé? Et qui cause le plus à la télé? Le gouvernement. Ça, c'est les nombres de passages dans les matinales par étiquette politique. Et, aux surprises, c'est le gouvernement loin devant, suivi des Républicains, suivi du Parti Socialiste, étonnant pour un parti qui est comme ça, mais voilà, suivi de EELV, puis la France Insoumise quand même, le Rassemblement National, divers droite, le PC, UDI et UDE. Alors UDI, UDE, moi je l'aurais mis dans le gouvernement, ou droite, parce que bon, c'est pas des grosses formations, enfin c'est étonnant. Et donc vous allez me dire, mais qui sont les gens qui parlent le plus? Parce que là on se dit c'est pas rigolo, c'est le gouvernement, c'est machin. Et alors en termes de qui ouvre le plus sa grande bouche à la télé le matin, à la radio, chez Bourdin, enfin plus Bourdin. À Bourdin, je vous en ai pas parlé l'autre jour parce que bon, il est recalé d'antenne pour accusation d'agression sexuelle. Lui, dans les années 80, c'était le beau gosse et tout. Il avait un concours, c'était le slip jaune. C'était le maillot jaune. Il faisait le Tour de France et c'était aux journalistes qui niquaient le plus pendant le Tour de France. Enfin, ou qui draguaient le plus. Mais à l'époque, c'était bon enfant. Il disait non, mais attends, à l'époque, tu culbutais hop, dans l'allégresse. Ouais. Et ben Jean-Jacques Bourdin, fini le slip jaune. Enfin, ça va être la couche marron bientôt. Qui nique plus à l'EHPAD? Oh Jean-Jacques, arrête, qu'est-ce qu'il est con. Pardon, c'est Orpea, mais bon, ça va être compliqué. Alors, donc, qui passe le plus? Donc, non plus chez Jean-Jacques Bourdin, mais en matinale. Eh bien, vous avez les noms. Gabriel Attal. Ah oui, c'est incroyable, c'est le porte-parole, en même temps c'est son boulot de porter la parole. Là on parle du second semestre 2021, donc il y a eu le Covid qui est passé par là. Moi je l'aurais mis Véran quand même en tête, mais non, c'est Attal. Éric Ciotti, étonnant, là aussi je le vois pas tant que ça en matinale, mais voilà. Bizarrement non, c'est pas Poutou, non. Pardon, j'ai le nez qui gratte. Excusez-moi. Jordan Bardella. Jordan, ouais, ça lui, c'est vrai qu'il y est tout le temps. Il dort à la télé. Valérie Pécresse. Alors ça, c'est étonnant parce que je ne pensais pas non plus qu'elle passait si souvent. Vous voyez. Robert Ménard. Alors ça, Robert Ménard, c'est vrai que tous les matins, il est là, Robert, pour dire que s'il y a un truc qui ne va pas, que ça suffit de traiter Marine comme ça, que c'est pas possible d'insulter le Premier ministre, c'est inacceptable. C'est vrai, Robert, il est souvent là. Michel Barnier, il y avait la primaire de droite, donc ils ont trusté les plateaux. Jean-Michel Blanquer, Jean-Michel. Oui, le protocole, il est très bien le protocole. On fait l'inverse de ce que j'ai dit. C'est comme d'habitude en gros quoi. Voilà. Clément Beaune, Elisabeth Borne, Yannick Jadot,
Sandrine Rousseau, qui a fait aussi Égalité avec Yannick Jadot. C'était la primaire écolo, était bien traitée par les matinales. Hein. Fabien Roussel, Amélie de Montchalin, les grands yeux. Oui, je pense que les fonctionnaires, faudrait les fouetter. Dans un cadre bienveillant. Merci Amélie, tu fais peur. Christophe Castaner, toujours là. Bruno Le Maire et Adrien Quatennens, quand même. Hop, on arrive à mettre un petit insoumis quand même, mais tout derrière. Hein. C'est vrai que c'est rare. C'est pas souvent le matin. Alors moi, c'est bizarre. J'aurais dit, comme ça, au débeauté, qui on voyait le plus le matin dans les matinales? Manuel Valls, Olivier Véran. Ça, on le voit tout le temps. Ouais, j'aurais dit Valls et Véran. Voilà. C'est peut-être, voilà, c'est peut-être ceux, en fait, peut-être qu'ils passent pas souvent, mais à chaque fois qu'ils passent, tu fais, ah putain, c'est peut-être ça en fait. C'est le ressenti, en fait, tu vois, ou c'est le sentiment de passage, ou le ressenti passage. Hôpitaux, quoi. Mais voilà, donc vous comprenez après pourquoi ça va mal. Hein. Ah bah, il veut pas. Ah, puis alors, on va parler un peu de la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, en Angleterre, chez Boris Johnson, il est un peu dans la merdasse, Boris Johnson. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, Boris Johnson, il a trop picolé à Downing Street. Bon, il y a eu une enquête. Hein. En fait, pendant qu'il avait dit aux Anglais, enfermez-vous, attention, pas plus de 2 à table, les mêmes conneries que chez nous, quoi. À Downing Street, ça picolait sévère. Et il y a eu, à partir, ça s'appelle le Partygate, où Boris Johnson et son staff ont quand même pas mal passé leur temps à faire la fête. Hein, globalement, alors on parle de beaucoup d'alcool. Il y a eu des soucis aussi apparemment, on a trouvé des traces de cocaïne à Downing Street. On en parle moins, mais bon, apparemment, ça s'en met aussi pas mal dans les narines. Et des fêtes. Petit pot de départ, petit anniversaire, petite partouze, enfin voilà, des fêtes. Et donc Boris dit, non mais attendez, c'était pour la cohésion d'équipe, c'était pour être sérieux, enfin vous voyez, c'était pour le moral, hein, pendant que les Anglais n'avaient pas le droit de faire la fête. Alors que bon, c'est un pays quand même qui, si le vendredi soir ils se mettent pas une murge, c'est un pays, t'as un taux de suicide, c'est pas tenable. Donc là, ça a été compliqué. Donc ils l'ont fait, l'enquête est en cours. Alors là, comme Boris Johnson est un peu dans la tempête, il a un plan, c'est de dire, écoutez, c'est la teuf. On arrête toutes les mesures débiles. Le Brexit, vous allez voir les entreprises, vous payez plus une taxe, c'est génial. Et comme je suis génial, je vais faire la guerre aux Russes. Là, il est à fond sur l'Ukraine parce qu'il peut se refaire une santé en disant, je suis un chef de guerre, hein, bordel. Je suis pas que, attention, je suis pas que celui qui boit pas, celui qui conduit. Je suis pas que le capitaine de soirée. Je suis aussi un gros chef de guerre. Boris, oui. T'es pas obligé de faire la guerre pour cacher le fait que tu te bourres la gueule tous les soirs à Downing Street. C'est pas... Ah bon ? Bah, je trouvais que c'était une bonne diversion, moi, de faire la guerre. Non, c'est tu tues des gens, t'en mettre dans les narines, on va arrêter, quoi. Donc voilà, c'est assez lamentable. Mais apparemment, il s'en fout. Et il aurait juste dû dire aux Anglais, faites comme moi. Hein. Parce que là, il n'y aurait pas eu de Partygate. Vous imaginez où on en est, quoi. Tu te fais virer parce que tu faisais la fête. Attention, il a fait la fête! Enculé! Ouais, nous, on n'avait plus le droit de faire la fête! Ben, on aurait dû la faire, la fête. Comme les toughers. Vous vous rappelez la teuf qui avait eu genre... c'était en Vendée ou je sais pas où. Oh, ils ont fait la fête! Ils vont tous être malades, ils vont tous mourir! Ouais, il n'y a pas eu de cluster, il n'y a rien eu. Déjà là, à l'époque, tu vois, normalement, 1 + 1 = 2, = 3, égale en fait, non, je t'emmerde avec tes lois de merde, en fait. Hein, égale la rébellion. Mais globalement, non, ça reste... Jean Castex a dit, on ne fait pas la fête. Alors, on ne fait pas la fête. Nous, en France, ils ont fait la fête, hein. Mais bien caché. Au ministère de l'Éducation, j'ai eu quelques sources bien placées qui disaient que, ouais, quelques assistants parlementaires aussi, un peu partout. Donc, non, c'est bien. C'est bien. On est dans un monde pas malade du tout, hein, où tu te fais, tu démissionnes parce que non pas parce que t'as pris des rétrocommissions en vendant des armes à des régimes corrompus, non parce que t'as un peu bu à Downing Street, quoi. Mon Dieu, ouais, ils démissionnent pas en même temps, ils s'en foutent. Et puis des nouvelles du monde qui va mal. Hein. Carrefour achète un terrain virtuel dans le métaverse Sandbox. Carrefour, vous savez, c'est cette enseigne de la grande distribution. Il s'est dit, tiens, vu qu'on ne sait pas quoi faire de notre thune, on va voir à quoi ça, si on peut faire mumuse. Donc ils ont rien à 300 000 balles. Hein. Donc ils ont acheté un petit terrain
des fois pour voir à quoi ça va servir. Ils ont été conseillés par une firme d'investissement dans le métavers, alors qui s'appelle je ne sais plus comment. Un terrain d'une surface de 36 hectares dans le Sandbox, créé par le studio français Pixel. Ce dernier permet à des particuliers et à des entreprises de devenir propriétaires de parcelles et de les exploiter comme bon leur semble. D'après les données de la plateforme OpenSea, la transaction a coûté à Carrefour 120 unités de la crypto-monnaie Ethereum, soit un peu moins de 300 000 balles. Donc pour Carrefour, c'est 1 euro pour voir. Donc c'est la plateforme française d'investissement dans les crypto-actifs CoinHouse qui a aidé l'enseigne à investir. Et donc, mais que vont-ils faire de ce terrain impalpable ? Eh bien, on pourrait y organiser des événements ou des lancements produits, indique au Figaro Élodie Pertuiseau, directrice de la transformation digitale de Carrefour. Il y a encore des gens qui utilisent digital. On a dit non, on dit numérique, parce que digital, c'est le doigt. C'est pas digital. Bon, Carrefour, ils sont encore au niveau transformation digitale. Pourquoi pas ? Notre stratégie est d'être au cœur des tendances émergentes pour les comprendre et ne pas avoir à y réagir plus tard. Ici, nous allons voir concrètement ce qu'il se passe dans le métavers et être aux avant-postes. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un mec, il y a une espèce de troll là, déguisé avec un slip qui arrive. Il veut acheter des croquettes pour son chat. Qu'est-ce qu'on fait ? Vends-lui des croquettes virtuelles. Ah ouais, je suis con. Comment je crée Appelle le studio Pixlo, ils vont nous créer une petite boîte de croquettes pour 125 000 euros. Ah ouais, quand même. Mais c'est virtuel. Non, ça, c'est des vrais sous. Ah bah, très bien. Donc voilà, donc la belle arnaque du métavers quand même. Que les humains en soient à ce niveau-là de stupidité. Écoutez, après tout, le métavers, bon, c'est pas la bombe nucléaire. On se dit, bon, peut-être qu'on va se tuer plus, en fait. On va encore tuer un peu plus l'humain qui est en nous qu'avec une bombe nucléaire où on avait peur de la bombe, donc on essaie d'être un peu plus humain. Là, on se dit, dans le métavers, on va avoir le droit d'atteindre des niveaux de conneries jamais atteints dans la vie réelle. Hein. On va pouvoir vraiment avoir des avatars de dingue, faire des trucs de dingue. Tu vois, ce coup des EHPAD virtuels, moi, je pense que c'est un coup de génie. Hein. On va s'acheter avec vos abonnements, vous allez être propriétaire d'EHPAD peut-être virtuels dans The Sandbox. Mais c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Ce monde-là, ce monde de merde du contrôle total, du techno-contrôle, des droits supérieurs aux devoirs et du numérique à tous les étages. De Papy Schwab, j'en veux pas. Moi, je veux déjeuner en paix. En riant. Voilà. Déjeuner en paix. Est-ce qu'il y aura de la neige pour Noël ? Et puis, je vous en disais un mot en introduction. Spotify, la plateforme, en fait, a perdu pas mal d'argent en bourse. Pourquoi ? Parce qu'il y a un podcast très suivi, celui de Joe Rogan, qui a dit qu'il fallait aux jeunes, notamment, de ne pas se vacciner. Alors là... Alerte, propagande anti-vaccinale, alerte, la brigade vaccinale arrive, des informations, attention. Donc ici, on n'est pas anti-vax, hein. Le vaccin protège des formes graves. Vacciner vos enfants dès 5 ans, c'est d'abord les protéger, c'est leur offrir aussi le meilleur avenir possible. Pfizer, bien sûr, est une entreprise qui n'est pas multicondamnée pour charlatanisme et qui a toujours été aux avant-postes de la science. Donc c'est important, bien sûr, hein, bien sûr, de faire la dernière dose recommandée par Olivier Véran, même si on ne sait plus qui c'est. Donc, bon, Joe Rogan a eu le malheur de dire ouais, je crois que ça ne marche pas, le faites pas. Et là, il avait un contrat de 100 millions d'euros avec Spotify. Bon, nous, on n'a aucun contrat, enfin, on n'est pas à des sommes comme ça, donc, mais on voit où ça va. Hein. Donc Spotify a dit attendez. Neil Young s'est barré, plein d'artistes ont dit on se barre puisque c'est ça. Harry et Meghan qui devaient avoir un podcast avec Spotify ont dit quoi ? Non, puisque c'est ça, non. Bon bref, donc Spotify a dit les gars, on n'est pas anti-vax, non. Joe Rogan a dit non, je me suis mal exprimé, je suis désolé en fait. Ce que je vais faire c'est inviter des gens qui sont pro-vax, comme ça on va faire un truc plus mixte, hein, où on dira que les vaccins c'est bien, pour pas être emmerdé, merci. Et Spotify va faire comme Facebook, c'est-à-dire que vous allez avoir des petites alertes, des petites pastilles pour dire informez-vous auprès des autorités compétentes, trouvez votre centre de vaccination le plus proche, mais faites la piqûre. Voilà. Alors, ça a marché, hein, l'action n'a pas dégringolé. Bon, ceux qui savent, hein, ils ont dit ouais,
Et Spotify, vous faites comme Facebook. Hein, vous mettez des petits messages partout, mais en fait, vous en foutez complet. Il dit non, on fait vachement de la prévoyance. Hein. Mais c'est insupportable le monde dans lequel on vit, en fait. À quel moment c'est devenu ça ? À quel moment, en fait, dire que je suis pas sûr que le vaccin soit à la hauteur de ce qui avait été promis par Pfizer, c'est devenu un truc anti-vax, complotiste. Non, excusez-moi les amis, excusez-moi, encore une fois, hein, vaccinez-vous, vaccinez vos enfants dès 5 ans, hein, faites ce que vous voulez avec votre vie, ça me regarde pas. Mais on a le droit de dire qu'entre la promesse de 95% ça marche à ouais peut-être que 3 doses et éventuellement la 4e après parce qu'avec Omicron on est sûr de rien, ça marche pas comme prévu. On a le droit de le dire ça, j'espère. Donc voilà, donc nous, on ne veut pas d'emmerde au monde moderne. Donc bien sûr, on félicite le gouvernement français dans sa politique vaccinale et sa gestion de la crise sanitaire qui a été exceptionnelle. On félicite Pfizer aussi, ce laboratoire qui a été à la pointe de la science avec des chercheurs incroyables. Moderna également, enfin tous ceux qui nous ont offert le vaccin, c'est génial. Grâce à eux, on a pu retrouver la vie d'avant. La vie d'avant. T'es dans ta parcelle que t'as achetée dans le métavers, tu cherches. Où est la vie d'avant ? La vie d'avant, la vie d'avant. La vie d'avant, en fait, ceux qui l'ont, c'est ceux qui ont décidé de s'en foutre depuis longtemps en disant ça va, je fais comme avant. Mais t'as pas le droit, t'as pas ton passe. Mais justement, il n'y avait pas de passe dans la vie d'avant du con. Ah, mais qu'est-ce que je suis con. Ah oui. Enfin bref. Non mais c'est génial, non mais c'est impressionnant quoi. Donc voilà, donc non t'as pas le droit. Donc on veut pas d'emmerde ici, donc comprenez que vaccinez-vous, partagez, votez Macron. On est au taquet ici, on est là quoi, on devrait avoir 10 000 vues là, on est super macroniste, putain, on est super pfizerien bordel. Je comprends pas, je comprends rien, je comprends plus comment ça marche. Voilà, non mais vous comprenez le délire dans lequel on est, quoi. C'est quand même... c'est la vie d'avant. Hein ? Tous vaccinés, tous protégés. Ah, on va pouvoir retrouver papy-mamie dans les EHPAD. Ah, ouais. Belle arnaque, tout ça. Belle arnaque. Allez, stop, j'arrête, vous avez raison. Arrêtons. C'est juste pas possible, en vrai. Les mecs sont... mais c'est du pur délire. Hein. C'est-à-dire que Spotify a sauvé les meubles. Joe Rogan a été obligé quand même de manger son chapeau pour dire non, mais oui, excusez-moi, 100 millions d'euros de contrat, quoi. Après, c'est beau. Hein. Mais il faisait des millions d'écoutes. Hein. C'est un énorme podcast aux États-Unis. C'est un truc énorme. Donc, tu comprends que. D'ailleurs, on m'avait proposé. On m'avait dit pourquoi tu mets pas ta revue de presse en podcast ? J'aimerais bien, mais en fait, je sais pas comment faire. Donc j'avais dit oui, super idée. Donc si vous savez comment on fait, n'hésitez pas à nous contacter en message privé, ici ou sur Telegram ou ailleurs, pour nous expliquer comment faire, parce qu'effectivement, ça pourrait toucher d'autres publics. Je sais que vous êtes plusieurs à l'écouter en version podcast, en réalité. Alors c'est dommage, parce que vous perdez mes superbes imitations, mais globalement, ça passe. Hein. Ça reste un blabla d'1h30, donc ça passe. Donc voilà. Donc pas de propagande anti-vaccinale. Hein. Non, c'est mal. C'est très mal. C'est interdit par la police vaccinale. Et puis dans les Échos, qui est le canard de Bernard Arnault, on parle héritage. Hein. C'est important l'héritage pour Bernard Arnault. Donc lui il dit non, ce serait bien quand même qu'on arrête de payer des héritages sans perdre sa nationalité française, parce que c'est un grand champion de l'industrie française, donc il n'a pas envie de devenir belge pour être monégasque, hein, lui, contrairement à Jean-Claude Marian, hein, le patron d'Orpea, qui est prêt à laisser tomber sa nationalité française pour sauver ses patates, ses petites noisettes. Bernard Arnault, non, je pense qu'il est fier d'être français pour LVMH. Donc ce qu'il aimerait, c'est être français, mais qu'on lui aménage la loi pour qu'il puisse garder tous ses sous. Ce que fait Macron très bien. Et là, tu comprends que plus t'es riche, en fait, plus ta fortune, c'est pas forcément de l'immobilier. Hein, le rouge, vous voyez, c'est l'immobilier. Donc quand t'es très pauvre, rien n'est à toi. Hein, et t'as un peu de sous. Financier, c'est ce qui te reste sur ton compte en banque que l'État va saisir, avec l'assurance vie. Bon, alors l'assurance vie, plus ça va, plus ça augmente. Et puis après, tu as le professionnel, c'est-à-dire que tu mets plein d'avoirs dans ta boîte, les actions, les machins, les trucs.
Et l'immobilier qui baisse. Plus t'es riche, moins plus tu te démerdes en fait pour pas être propriétaire. Enfin, moins. T'es bien sûr méga ultra propriétaire, mais tu fais des montages. C'est vachement bien. Tu peux payer des avocats qui font des super trucs à ta place. Et puis l'exécutif vole au secours de la filière porc. Alors c'est pas ce que vous croyez, la filière porc. Non, c'est pas DSK tout ça. Non, c'est pas la team porc. Parce qu'il y a une filière porc au sein de la République, au sein de plusieurs partis, ça tripote. Il y a encore une histoire là chez Zemmour et tout. Non, attention. Présumé innocent, tout ça. Non, il s'agit des cochons qu'on mange. En fait, qu'est-ce qui se passe ? La filière porc française, qui est un des fleurons, enfin voilà, c'est un beau truc, souffre de 270 millions d'euros. C'est le montant du plan d'aide décidé en urgence par le ministre de l'Agriculture pour sauver la filière porc. Pourquoi ? Si rien n'est fait, et sans aide, un tiers des éleveurs pourraient arrêter leur activité sous 12 à 18 mois. Un tiers. Un acompte de 75 millions d'euros a été versé dans un délai de 2 à 3 semaines pour secourir les éleveurs les plus menacés, dont beaucoup de jeunes qui doivent faire face à des traites importantes. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il y a eu une explosion du porc dans les années 70. Là maintenant, les éleveurs français ont eu une perte de 440 millions en l'espace de 12 mois, selon l'IFIP, l'Institut français du porc. Bonjour, Jean-Michel Ranu, je travaille à l'IFIP. L'IFIP, oui, l'Institut français du porc. C'est génial. Président directeur de l'IFIP. C'est une magnifique filière. Le choc est à la mesure du poids de la Chine dans le commerce mondial. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Chinois avaient besoin de beaucoup de porc pour leur bouillon, leur machin. Alors les Chinois mangent le monde, globalement. Heureusement qu'ils ne sont pas cannibales. Et là, ils ont dit, c'est bon, on a besoin de beaucoup de cochons. Donc ils avaient acheté des pattes, des oreilles, des machins, des boyaux. L'Empire du Milieu était devenu un énorme client pour la viande de porc européenne. Les achats chinois ont représenté 13 à 14% de la production de l'Union européenne, 22 millions de tonnes de porc qui partaient vers la Chine pendant 3 ans. 3 millions de tonnes par an. Une aubaine pour le vieux continent qui a beaucoup augmenté son offre de porc en 10 ans. Surtout du fait de l'Espagne et de l'Allemagne. Les gros producteurs, c'est Pays-Bas, Allemagne. Mais les Français se sont dit, si on peut vendre du porc à l'autre bout du monde, faisons du porc, débitons-les en petits bouts et puis envoyons ça en Chine. Et puis, patatras, les Chinois ont refermé et ils ont... en fait, pourquoi ils importaient du porc ? C'est qu'il y avait là-bas une peste porcine, donc ils ne pouvaient plus manger du porc local, ils avaient tué leur cheptel. Et en 3 ans, ils ont reconstitué un cheptel. Donc ils ont arrêté d'acheter. Et la mondialisation, c'est ça. Quand tu as besoin, tu chopes. Quand tu n'as plus besoin, tu fermes. Et que fait l'État français ? Il aide. Mais sauf que jamais les Chinois vont racheter du porc comme avant. Donc cette aide-là, elle sert à dire aux éleveurs de porc, il va falloir vous recycler dans un autre truc, quoi. Gentiment. Enfin, prenez votre temps, mais bon, quand même. Donc voilà, c'est la mondialisation heureuse. C'est ce qu'on appelle la mondialisation heureuse, peut-être. Enfin, je sais pas, c'est un drôle de truc, quand même. Tu te dis, quel monde, dans quel monde on vit, quoi. Donc, courage à la filière porc française. Je sais qu'on va pouvoir les sauver. Peut-être pas longtemps, mais peut-être. Voilà. Et puis, alors, une dernière nouvelle qui vous montre combien le Conseil constitutionnel veille à nos libertés. L'AMF, vous savez ce que c'est ? C'est l'autorité des marchés financiers. Eh bien, figurez-vous que l'AMF perd ses pouvoirs de sanction. Alors déjà qu'elle n'avait pas beaucoup de pouvoir. En fait, c'est une décision très gênante pour l'AMF. Vendredi dernier, le Conseil constitutionnel, encore lui, salut, a abrogé une disposition qui permettait à l'AMF d'infliger une amende à toute personne dont le comportement entravait le bon déroulement d'une enquête ou d'un contrôle diligenté par elle. Le gendarme de la bourse pouvait sanctionner le refus de donner un accès à un document, de communiquer des informations ou bien de donner accès à des locaux professionnels. Les sages, peut-on encore les appeler comme ça, ont estimé que cette disposition du Code monétaire et financier, issue d'une loi de 2013, était inconstitutionnelle. Alors les mecs pensent que le pass sanitaire est constitutionnel, mais que le fait que l'AMF puisse te mettre une amende si tu collabores pas à une enquête pour savoir quelle malversation t'as fait, ça c'est anticonstitutionnel. Ok. Moi j'ai envie de dire, c'est des professionnels de la profession, ils savent ce qu'ils font. En novembre dernier, le Conseil constitutionnel avait été saisi
d'une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC, par la Cour de cassation. Cette question avait été posée par des sociétés du groupe Novaxia. Et oui, après que la Cour d'appel de Paris eut confirmé une amende de 680 000 € prononcée contre le gérant immobilier et son président pour des manquements professionnels, mais aussi pour avoir fait des réponses approximatives ou inexactes aux demandes des contrôleurs et dans un délai de plusieurs mois jugé excessif. Et là, les mecs se sont dit, non mais attends, si en plus on a des amendes parce qu'on cache nos malversations, où on va hein. C'est totalement anticonstitutionnel. Et là, le Conseil constitutionnel, oui. Non, il faut pas taper sur nos copains qui font de la merde. Soyez gentils, l'AMF. Vous servez à rien, alors servez à rien, s'il vous plaît. Et donc, le Conseil constitutionnel explique que le manquement d'entrave, qui pouvait être sanctionné 2 fois par une amende administrative et par une sanction pénale, ne pourra être désormais que dans le second cas. Voilà. Donc les mecs, là, le Conseil constitutionnel vient de donner aux escrocs un droit d'escroquerie en disant, vous inquiétez pas, c'est au pénal que ça se jugera, donc dans le meilleur des cas, dans des années, si jamais la procédure aboutit. Alors que l'AMF pouvait très vite dire, tu veux pas nous aider dans cette démarche ? Ben on va te mettre une amende. Là c'est fini, ils ne pourront plus. Dans le premier cas, l'AMF pouvait prononcer des sanctions à hauteur de 100 millions d'euros ou le décuple de l'avantage retiré du manquement. Dans le second, la peine maximale est de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 €. Et là, tu te dis, putain, mais pourquoi on les paye, ces mecs ? Le Conseil constitutionnel, qui nous a imposé le pass vaccinal en disant que oui, c'est bon, c'est constitutionnel, et qui, là, est en train de donner un droit d'escroquerie aux escrocs, en disant, non, mais une petite amende de 300 000, hein, parce que l'AMF, ça pouvait monter jusqu'à 100 millions, c'est beaucoup. Ouloulouloulou. C'est totalement anticonstitutionnel de mettre une amende de ce poids-là à des gens qui font un travail formidable. Mais on les paye. On vit dans cette société-là. Et on n'a aucun pouvoir pour que ça s'arrête. Sauf peut-être de voter. Et encore, vous allez me dire, mais qui on va mettre ? Mais qui va changer ça ? Mais comment ? Mais le coup de balai qui s'impose, là, les gars. Je vous dis pas mon niveau d'énervement qui est maximum. Où là, tu te dis, non, mais c'est pas possible, en fait. Déjà que l'AMF pouvait pas faire bien son boulot. Là, tu as le Conseil constitutionnel qui lui dit, non, arrête d'être méchant comme ça. Sois bienveillant. Eux, après, ils sont gentils avec nous, ils nous donnent des sous, nous. Putain, c'est insupportable. Entre ça, le secret des affaires qui punit de facto les lanceurs d'alerte, la société de la maltraitance qui s'ajoute à une maltraitance globale. Ah, mes amis, vous dire que je suis énervé. Ça, c'est scandaleux, ça. Partager un max, c'est scandaleux ce qui s'est passé. Sachant que ce même Conseil constitutionnel valide un truc anticonstitutionnel comme le pass vaccinal et fout en l'air le droit d'amende de l'AMF. Non, mais c'est du délire. C'est délirant. C'est-à-dire que ça explique ouvertement qui gouverne. Et pour qui il gouverne. Pas pour le peuple, pas pour les intérêts, pas pour le bien commun. Certainement pas. Donc partager un max, c'est insupportable. Et on peut balayer avec une fourche, absolument. On peut balayer avec une fourche, je crois. Pour le foin. Voilà, l'idée, c'est de retirer aux autorités administratives indépendantes les pouvoirs qui font doublon avec ceux du juge pénal. Non, l'idée, c'est de baisser les amendes à 300 000 balles et 2 ans de prison que tu feras jamais. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire, tu peux y aller, tu risques rien, fais-toi plaisir, tape dans la caisse. Voilà, il faut savoir, alors quand même, il y a un dispositif transitoire qui ne s'appliquera pas aux affaires en cours, sauf si les personnes incriminées font l'objet d'une poursuite devant un juge pénal. Les sociétés de Novaxia ne devraient donc pas en bénéficier, à moins que la Cour de cassation n'en tienne compte dans sa décision à venir. Elliott, qui attendait beaucoup de cette décision, ne devrait pas en tirer en profit non plus. C'était un fonds activiste qui avait écopé d'une sanction de 10 millions pour ne pas avoir fourni tous les éléments demandés en temps et en heure aux enquêteurs de l'AMF dans l'affaire XPO. Voilà. Et la Cour d'appel doit se prononcer fin février. Donc passer de 10 millions à 300 000 balles d'amende, c'est sûr, les mecs sont contents. Ils disent, il est bien le Conseil anticonstitutionnel. Non, Conseil constitutionnel. Ah oui, pardon. Il est bien le Conseil constitutionnel. Il s'occupe bien de nous, les Français. Pas les Français, ceux qui font nous, les escrocs. Il faut savoir... Alors, attendez. Par 3 fois, l'AMF a usé de ce pouvoir. C'est pas beaucoup. Outre Novaxia
et Elliott Montagne Neige Développement et son dirigeant Xavier Gallo-Lavallée avaient été condamnés en 2018 pour manquement d'entrave. Ce dernier avait supprimé 38 000 mails de sa messagerie pro que l'AMF lui avait réclamé. Le juge pénal, lui, n'a condamné qu'une seule fois une personne pour un délit d'entrave. Désormais, l'AMF devra donc s'en remettre à un juge pénal pour faire sanctionner toute personne qui fait obstruction à une enquête. À moins qu'elle ne demande au législateur de supprimer le délit d'entrave prononcé par les autorités judiciaires pénales au profit du manquement d'entrave administrative. Donc il y a encore un moyen un peu de jouer sur le truc. Mais donc, les mecs, attention, on a une question constitutionnelle prioritaire. Est-ce que les escrocs, on peut être gentil avec eux, monsieur le Conseil constitutionnel ? Oui. Bonjour, j'aimerais vous saisir pour savoir si le pass vaccinal, c'est liberticide et c'est super inutile et dangereux. Non, c'est tout à fait constitutionnel, monsieur le citoyen débile. Bruti, va. Qu'est-ce qui nous saisit, lui ? Il nous connaît même pas. Voilà, donc partagez un max. C'est quand même... encore la pub, désolé. Ouais, merci David, il y a un raid de chez David Dufresne. Bienvenue les copains. J'avais fait de la pub pour l'émission de ce matin de David Dufresne avec les avocats de Nantes Révoltée. N'hésitez pas à aller voir le replay, puisque Nantes Révoltée, c'est ce média indépendant qui a dénoncé longtemps et qui continue les violences policières et les malversations, et que Gérald Darmanin voudrait dissoudre. Bah ouais, pourquoi gêner, hein ? Alors le syndicat national des journalistes va monter au créneau en disant ça se fait pas de dissoudre un média comme ça, monsieur le ministre de l'Intérieur. Donc heureusement ils vont peut-être pas le faire. Ouais, bah oui, je sais, parce que d'habitude nous on est avant David, après, voilà, mais c'est super. Bah abonnez-vous, venez, suivez-nous, vous êtes les bienvenus. C'est la revue de presse du monde moderne. On parlait là, avant que vous arriviez, du Conseil constitutionnel qui vient de supprimer les pouvoirs d'amende de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui pouvait mettre jusqu'à 100 millions d'euros d'amende pour entrave à une enquête. Maintenant, donc, les escrocs qui cacheront leur malversation ne risqueront que 2 ans de prison qu'ils ne feront pas et 300 000 euros d'amendounettes pour avoir détourné des millions. Bon, globalement, ici tous les matins, si vous ne connaissez pas, c'est la revue de presse du monde moderne, c'est à 9h ou presque tous les matins pour décrypter la presse des milliardaires, pour voir comment on nous parle, comment aussi on fait la fabrique du consentement, comment on essaye de faire croire aux Français que la maltraitance c'est la seule organisation possible de la société, comment gagner de l'argent finalement par tous les moyens, c'est normal. Non, ce n'est pas forcément normal. Il y a plein d'autres façons de le faire. Comment les métiers du soin sont les plus maltraités. Ce matin, dans l'IB, par exemple, il y a un dossier très beau à lire sur la vocation de professeurs. Les professeurs ont la parole et expliquent pourquoi ils font ce métier-là et pourquoi ils ont de plus en plus de mal à le faire correctement. Par manque de moyens, par maltraitance, par aussi obligation finalement qui leur est faite de faire du sale boulot, comme dans les EHPAD. Donc on est vraiment dans un monde qu'on essaie de dénoncer comme de nombreux médias indépendants, Blast, David aussi, avec Au Poste et ailleurs. Donc si vous ne connaissez pas la revue de presse du monde moderne, bienvenue, vous êtes ici chez vous. C'est tous les matins à 9h et on rigole aussi, hein, on dit pas mal de conneries, hein, parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans le côté on ne va pas s'en sortir. Hein, l'idée, c'est de dire tout ça n'est pas très sérieux. Oui, on voit que ce sont des corrompus et des escrocs qui nous gouvernent. Globalement, hein, je fais un amalgame. Il y a des gens très bien aussi. Hein, Il y en a. Mais quels sont nos pouvoirs, nous, à notre petit niveau de citoyen ? Alors, il y a l'information. C'est important d'être correctement informé. Il y a le décryptage de l'information. Et puis ensuite, il y a comment construire un peuple politique. D'ailleurs, je remercie les éditions Atlantique, les armes philosophiques, qui m'envoient la défaite de la majorité Atlantique déchaînée, d'Harold Bernat. Si vous ne connaissez pas, attendez, je vais enlever l'image du Conseil constitutionnel. Voilà, hop, il est là. La défaite de la majorité, Harold Bernat, qui est un prof de philo engagé, exceptionnel, qui avait été un des premiers à écrire sur le néant et le philosophe Macron, qui n'a jamais été philosophe, qui explique en fait comment et pourquoi nous sommes vaincus politiquement, ici et maintenant, et comment le vide
politique incarné par la Macronie arrive à faire autant de mal à la société et arrive surtout à prendre le pouvoir. Donc de cette dépolitisation globale de la société, comment la défaite de la majorité, le peuple, comment refaire un peuple ici et maintenant. C'est un bouquin que j'ai pas encore lu, donc je vais le lire et j'espère inviter Harold ici, qui a toujours des choses exceptionnelles à dire et intéressantes. Il est à Bordeaux, absolument. Il était de toutes les manifs anti-pass. Et c'est quelqu'un qui s'engage, là encore, pour l'éducation nationale et pour comment arriver à être une société ouverte. Donc il y a lui, qui est quelqu'un d'exceptionnel. C'est aux éditions Atlantique Déchaîné et ça s'appelle La défaite de la majorité. Voilà. Je vous invite à le lire et vous pouvez le suivre sur Twitter. Harold, il est très actif. Il fait plein de petites vidéos explicatives de son engagement et de pourquoi. Et c'est la politique des anges, bien sûr, à l'Élysée. C'est les influenceurs à l'Élysée. La peur aussi du vide politique, j'en parlais hier. Qu'est-ce que c'est que le macronisme ? C'est rien, c'est une esbrouffe, c'est une arnaque. Et c'est le conformisme. Il faut absolument faire comme les autres font. Le progrès, c'est moins de bien-être social, c'est plus de violence, c'est plus de profit pour les uns, moins de sécurité pour les autres. Mais c'est le progrès. Voilà, on est à ça de discuter de l'âge légal du travail des enfants à la mine. On a un personnage ici qui s'appelle Timmy, qui est un petit enfant qui travaille à la mine, qui arrive de temps en temps. Voilà. Et je pense que dans quelques années, on va revenir dans une situation de révolution industrielle, de dire et si les enfants travaillaient après tout, apprendre un métier à partir de 5 ans, pourquoi pas, hein, ça c'est bien, non ? Pourquoi vu qu'on travaille jusqu'à 70 ans, pourquoi on ne commencerait pas à 5 ? Ah bah oui, c'est vrai, je suis con, il faut travailler plus. La captation du profit, la captation de la richesse, la productivité, tous ces thèmes-là hein, qui sont rabâchés à longueur de journée par des énarques comme Valérie Pécresse et d'autres hein, pour dire mais oui, il faut travailler plus. Pourquoi ? On n'a jamais eu autant de machines, on n'a jamais fait autant de thunes qui ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que, alors vous avez des gens qui défendent la semaine de 4 jours, et heureusement, parce qu'on peut travailler moins, on doit même travailler moins en fait. On doit avoir plus de temps pour s'occuper de soi, des gens qu'on aime, des personnes, par exemple, plutôt que de les mettre en EHPAD, pouvoir s'organiser pour s'occuper de ses parents, mais la société ne le permet pas. Quand vous avez un travail, votre travail ne vous permet pas de travailler moins pour vous occuper de vos parents. Vous devez travailler et mettre vos parents dans les EHPAD, sachant même que les EHPAD, bien sûr, c'est à la lune de la croix aujourd'hui, c'est un choix difficile parce que vous savez que c'est de la merde, mais vous n'avez pas le choix. Donc, comment résister à ce monde de merde ? Y a quelques tutos ici. Merci, bienvenue pour la revue de presse en direct. Salut les hauts postes, merci d'être là. Voilà, on va pas vous payer. Vous avez déjà un travail, bah oui, bien sûr. La valeur travail, la bonne et belle valeur travail, les droits et les devoirs. Hein, le projet macroniste des devoirs supérieurs aux droits. C'est du jamais vu. C'est un projet fasciste. Il faut le rabâcher. Il faut utiliser le mot aussi du fascisme. C'est cette société du conformisme. Hein. C'est pas Mussolini. Là, on en parle en ce moment puisque c'est une date pas anniversaire. Enfin, voilà, on revient sur les années Mussolini. Mais il y a tellement de parallèles à faire. Et en fait, de dire c'est pas que du décorum, c'est pas non plus le nazisme. C'est le conformisme absolu. C'est le fait que si t'es pas d'accord, t'es forcément un séditieux, t'es forcément un dangereux. Si t'as pas envie de vivre comme on t'oblige de vivre, t'es louche. La marginalité, comment depuis toujours d'ailleurs la société bourgeoise n'a pas aimé le nomadisme. Hein, que vous soyez manouche, que vous soyez forain, etc. Bouger comme ça, tu sais pas, t'as pas d'adresse fiscale, tu sais pas comment les flics savent pas où débarquer pour t'arrêter si jamais. Et très tôt, hein, vous aviez pour les travailleurs qui faisaient travail au champ, ils avaient déjà un pass. C'était pas un pass vaccinal, mais c'était des papiers. Avant les papiers d'identité, c'était le pass ouvrier pour pouvoir être contrôlé par la maréchaussée, parce que les vagabonds, hein, ceux qui étaient qui passaient d'une ferme à l'autre, étaient très mal vus. Et c'était encore une fois les plus précaires. Donc voilà. Le pass vaccinal, ouais. Pas du totalitarisme, appelez ça du fascisme. Je pense qu'on peut utiliser le mot. Ça fait pas peur. Hein. Il faut plus avoir peur des mots. Hein. Je crois qu'à un moment, il faut les utiliser globalement. On voit... Et d'ailleurs, ce vide politique, cette absence de colonne vertébrale, leur permet d'être fascistes. Hein, puisque c'est déguisé sous le progressisme et c'est dit, non, mais c'est pour votre bien.
Je vous maltraite, c'est pour votre bien, monsieur le séditieux. Vous êtes maltraité. Oui, mais monsieur... Le monde d'avant, hein, c'était le sketch de tout à l'heure, genre, mais il n'y avait pas de passe dans le monde d'avant. Donc en fait, moi, j'ai retrouvé la vie d'avant sans le passe. Ah, là, c'est Camoulox, tu vois, ça commence à mouliner. Ouais. Bien sûr, le manque de conscience politique, c'est évident, mais c'est l'effet Taubira. Hein. Pourquoi Taubira c'est un doudou, en fait, de cette classe dépolitisée qui se dit je ne voudrais surtout pas aller trop loin dans un néo-marxisme, redécouvrir la lutte des classes, me rendre compte que finalement je suis un privilégié et je préfère mettre des mots les uns après les autres et faire des belles tribunes, signer pour sauver des Ouïghours que je verrai jamais, que je sauverai jamais, mais je me couche le soir heureux. Voilà. Par contre, j'ai rien fait pour renverser une société de la maltraitance. Parce que je m'en sors plutôt bien. Voilà. Mais j'en fais partie. Enfin, alors non, pas des Taubira, mais je veux dire des gens qui s'en sortent plutôt bien. Mais par contre, ça m'ulcère, cette société de la maltraitance. Donc j'essaye à mon petit niveau voilà, d'en parler, de dénoncer cette presse d'oligarques qui nous rabâche à longueur de temps que c'est normal. C'est dégueulasse, mais c'est normal. Il y a le beau portrait que j'ai fait, qui était dans l'IB, du fondateur d'Orpea. Lui, voilà, un mec en or. Un mec en or. Et c'est tant qu'on aura des modèles comme ça, comme un Bernard Tapie aussi. Alors à sa mort, c'était Bernard, un héros français. Le mec était un liquidateur de boîtes. Il a mis je sais pas combien de familles à la rue. Enfin pas à la rue, mais dans la dèche. Mais non, il était flamboyant. Il avait un yacht, il avait un jet privé, il avait plein de voitures. Il était... Oui, d'accord. Oui, monsieur l'agent. En tout cas, voilà. Donc, oui, Taubira, c'est un doudou. C'est un doudou de cet électorat dépolitisé, en fait, qui se dit de gauche parce que c'est des valeurs morales. Mais la gauche politique, qui est celle de la lutte, ça, c'est plus compliqué. Quand ça commence à sentir un peu la sueur, c'est plus compliqué. Quand il y a des travailleurs, c'est plus compliqué. Donc voilà, loin du bling, bienvenue à vous. Donc c'est la revue de presse du monde moderne. Vous arrivez à la fin, hein, elle a fait 2 heures ce matin, c'est très long. C'est un stream, alors pour ceux qui regardent le replay sur YouTube, c'est normal que ce soit ce long format parce que le live est sur Twitch. En tout cas, je vous dis merci. Oui, en France aussi, un patient dialysé, éjecté parce que non... Enfin, cette société de la maltraitance doit cesser. Les petits ruisseaux, bien sûr. On va faire ce qu'on peut, les gars. Pouette, c'est le moment klaxon. Attention vos oreilles. Je sais pas si vous êtes prêts. Attention. Il est où, Justin? J'aimerais bien savoir si ça va bien avec son Covid quand même. Être sûr que ça va bien? Allez, mon gars. On t'a bien remis sur le pied quand même. Tu peux revenir, j'ai deux mots à te dire quand même, Justin, ça va mieux. On espère, allez, freedom for all, la liberté, ça se conquiert, faut se battre. Et ce n'est pas le pass vaccinal, non. Et la vie d'avant, c'est sans passe. Allez, prenez soin de vous, prenez pas tout ça trop au sérieux. Merci Léo Post d'être passé, merci à tous d'avoir suivi ce live du monde moderne. La revue de presse, c'est tous les matins à 9h ou presque. Vous pouvez vous abonner bien sûr sur nos réseaux sociaux, vous pouvez aussi nous aider sur Patreon, voilà, ici.com/le monde moderne, ou bien vous abonner directement sur notre chaîne Twitch pour des mois et des mois. À demain.